dating. Okay. Well, I want to try and be straightforward with you and let you know that we're not anymore. What do you mean? We're not dating anymore, I'm sorry. Is this a joke? No, it's not. You're breaking up with me? You are going to introduce me to people I wouldn't normally have the chance to meet. What is that supposed to mean? Wait, settle down. What is it supposed to mean? Erica, the reason we're able to sit here and drink right now is because you used to sleep with the door guy. The door guy. His name is Bobby. I have not slept with the door guy. The door guy is a friend of mine, and he's a perfectly good class of people. And what part of Long Island are you from? Wimbledon? Wait. I'm going back to my dorm. Wait. Is this real? Yes. Okay, then wait. I apologize, okay? I have to go study. Erica? Yes. I'm sorry, I mean it. I appreciate that, but I have to go study. Come on, you don't have to study. Let's just talk. I can't. Why? Because it is exhausting. Dating you is like dating a Stairmaster. All I meant is that you're not likely to... Currently. I wasn't making a comment on your parents. I was just saying that you go to BU. I was stating a fact. That's all. And if it seemed rude, then of course I apologize. I have to go study. You don't have to study. Why do you keep saying I don't have to study? Because you go to BU. Want to get some food? I am sorry you are not sufficiently impressed with my education. I'm sorry I don't have a rowboat, so we're even. I think we should just be friends. I don't want friends. I was just being polite. I have no intention of being friends with I'm you. under some pressure right now from my OS class, and if we could just order some food, I think we should be... You are probably going to be a very successful computer person. But you're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette 6e saison de The Cinema Show, l'émission 100% cinéma de Radio Campus Montpellier. Tous les mercredis, on se retrouve de 19h à 20h30 sur le 102.2 et sur Twitch pour 1h30 de news, de débats, d'analyses, d'invités et d'amusement autour du 7e art. Et comme vous en avez l'habitude, je ne pourrais faire cette émission sans une talentueuse équipe. Et pour cette première de la saison, ils sont au nombre de 4. On retrouve notamment celui qui n'a besoin que de 30 secondes pour venir au studio parce qu'il habite littéralement à 50 mètres. Florent. Comment tu vas, Florent ? Ça va, mais tu vas donner mon adresse directement. Ouais, donc, ouais. Non, c'est pas vrai. Ne venez pas chez moi. Grosse soirée ce soir. Content de Oui, reprendre. Content d'être là pour cette 6e saison. Ça va être une très belle année encore, de très beaux films à venir et de belles émissions parce que je vais en animer. Il dit ça tous les ans. On le connaît toutes et tous comme l'homme de Jakku. Et quand je parle de Jakku, ce n'est pas la planète dans Star Wars. Salut Nino. Salut. Tu vas bien ? Ça va très bien. Prêt pour cette deuxième saison au micro ? Je suis désolé d'être revenu cette année. Je sais que c'était pas forcément ta volonté. Mais ouais, j'étais contre. C'est comme ça. Comment t'as su que j'étais contre ? Parce que tu l'as dit à l'antenne. Ah merde. Mais c'est faux. Je suis très bienveillant envers toi. Poursuivons ces présentations avec un autre chroniqueur qui va fêter aussi ses 2 ans d'antenne cette année. Gauthier. Comment tu vas, Gauthier ? C'est ma première année. J'ai fait qu'un an. Mais non, t'as fait. Oui, mais là, c'est ta deuxième année. C'est le début de la deuxième, oui. Voilà, mais tu vas fêter tes 2 ans. On fête le début de notre deuxième année. Voilà, c'est ça. Ok, j'avais pas bien suivi. Tu m'as pris pour un con. Putain. Enfin, aujourd'hui, marque le retour del grande voyageur, le Latin lover, celui qui a fait tomber toutes les colombiennes pendant plus d'1 an, Monsieur Rodriguez, Jonathan Rodriguez. Pas trop triste de retrouver la France. Non, très content. Et content de retrouver le micro. Exactement, c'est un peu la maison ici, au final. Bah oui. Tu dis 6 ans...
J'étais là au début aussi. Mais toi, t'étais là même encore avant. T'es encore plus vieux que moi ici. Je fais partie des meubles un peu, non? La poussière même. mais un épisode de TCS ne serait rien aussi sans sa technique. Voilà pourquoi je suis très heureux de retrouver aussi Alexandre à la vidéo et Yanis à la réalisation de l'émission, et même Laetitia en régie. On lui fait aussi un coucou. Pour cette première, j'ai commencé donc par une scène de The Social Network de David Fincher. Je l'ai choisi parce qu'en fait ça se passe dans une fac et c'est la rentrée, voilà, une partie du film. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire un petit mot sur ce grand film? Voilà, t'as dit un chef-d'œuvre, hein, voilà. C'est le même mot qui m'est. C'est mon Fincher préféré. Ah ok. Personnellement, donc. Non, c'est un très grand film. Très grand film. Ouais, c'est bien. Ah, plus mesuré, j'aime bien. Au programme de la soirée, donc, des chroniques sur les films qui ont marqué notre été. Yannick de Quentin Dupieux, Joyride d'Adèle Lim, Anatomie d'une chute de Justine Triet et Oppenheimer de Christopher Nolan. Oppenheimer, il en sera d'ailleurs doublement question puisque nous reviendrons sur le phénomène ciné de l'été Barbenheimer dans notre carte blanche. Le speed noting sera également au programme pour revenir sur quelques autres sorties de ces 2 derniers mois. Et en fin d'émission, on retrouvera le quiz animé par Nino cette semaine, ainsi que nos recos de l'équipe qui font leur retour. Mais comme à l'accoutumée, débutons par les news de Florent. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Et qui dit nouvelle saison dit forcément nouveauté. Et nous ouvrirons chaque semaine nos news par une nouvelle rubrique, n'est-ce pas Florent? Pas du tout. Ce sera toujours le mercato pour ouvrir les news, pas grave. Parlons tout d'abord de Greta Gerwig. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a réalisé un petit film au succès discret cet été qui mettait en scène une célèbre poupée. Eh bien, Greta Gerwig va faire revenir Narnia sur le devant de la scène. En effet, la cinéaste devrait écrire et réaliser 2 nouveaux films de la saga pour Netflix en collaboration avec le co-scénariste de Coco, celui de Pixar, pas de Gad Elmaleh, Matthew Aldrich. Elle s'est même déclarée terrifiée à l'idée de ce projet d'adaptation. Et s'il y a bien un autre cinéaste qui est également amoureux de cette saga, c'est Denis Villeneuve, qui n'est pas encore prêt à lâcher Dune, puisqu'il a révélé au magazine Empire vouloir réaliser un 3e volet, adapté du Dune Messiah de Frank Herbert. Il a annoncé avoir déjà commencé à écrire quelques idées, tandis que son Dune partie 2 a été décalé en mars 2024, faute de grève qui se poursuit aux États-Unis. Et la dernière news de ce mercato, c'est un scoop, une bombe énorme dans le monde du cinéma du jamais vu. Leonardo DiCaprio va tourner un nouveau long métrage avec Martin Scorsese, adapté du roman Les naufragés du Wager de David Gran, déjà auteur de Killers of the Flower Moon. Il racontera l'histoire d'un équipage de la marine britannique qui fait naufrage sur une île déserte de la Patagonie en 1740, alors qu'il est en quête de trésors cachés sur un pavillon espagnol. Ce projet marquerait donc la 7e collaboration entre Scorsese et DiCaprio. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui vous tente le plus parmi ces 3-là? Le dernier, complètement. Le dernier, une nouvelle collaboration. T'attends Killers of the Flower Moon avec c'est une des plus grosses attentes de l'année, bien sûr. Scorsese, DiCaprio, De Niro, Lily Gladstone, c'est... Scorsese, je sais pas quel âge il a, mais il a déjà 2 projets en plus, parce qu'il a ce film-là que tu as annoncé, et il a un projet de faire un film sur Jésus. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ne d'ailleurs, lui porte pas l'œil. C'est comme Ridley Scott, tu vois, ils sont vieux, ils tournent jusqu'au bout. D'ailleurs, ce projet devrait aussi être en lien avec Apple TV. Normalement, voilà, il se murmurait qu'il devrait continuer sa collaboration. Mais c'est une maison de retraite, du coup, Ridley Scott, Martin Scorsese chez Apple TV. Oui, j'ai l'impression que là, il récupère tous les plus anciens. Nino, il y a un projet qui est... Pardon, on s'était dit... C'est la première, le redémarrage. On s'est dit, qui lance les virgules pour faire les transitions, mais non, je voulais juste demander à Nino s'il y avait on saura jamais. Tant pis. Non, on enchaîne. De toute façon, on voulait plus de Nino au micro, on avait dit, donc voilà. Oui, c'est moi. Moi aussi, il faut que je m'y remette. Parlons maintenant de la question des retraites et de ce qui a été annoncé pendant la période estivale. Et oui, Simon a fait la première ministre, Elisabeth Borne. Non, je parlais pas de ces retraites-là. Ah oui, ok, je reprends. Et oui, Simon, en effet, le réalisateur québécois Xavier Dolan a annoncé qu'il prenait sa retraite. Le cinéaste de 34 ans, réalisateur de 8 longs métrages, a déclaré
J'ai dit que je voulais arrêter de faire des films. Je suis en paix avec cette décision. Mon état d'esprit actuel et l'état du monde ne m'inspirent pas à poursuivre ce qui fut autrefois une vocation inévitable. Cela dit, je suis impliqué dans des projets à la télévision et je tiendrai parole si jamais ils sont valides. À part ça, je pense que c'est tout. Et à l'inverse, celui qui ne semble pas vouloir prendre sa retraite, c'est Hayao Miyazaki. Tandis que nous attendons son nouveau film Le Garçon et le Héron le 1er novembre en salle, le vice-président du studio Ghibli a annoncé que Miyazaki avait déjà de nouvelles idées pour un prochain projet. Celui que Guillermo del Toro a qualifié de Mozart de l'animation ne semble pas prêt de s'arrêter. Alors des réactions par rapport à cette annonce de retraite de Xavier Dolan et de non-retraite de Miyazaki. Ouais, c'était surtout je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais où il disait ouais, de toute façon personne ne voit mes films et tout, et je trouvais ça un peu pitoyable de sa part, alors que c'est quand même genre un des auteurs qui marche le plus, je pense. Alors après, il y a qui fascine beaucoup. Sans qu'il fasse non plus. Dans un circuit cinéphile et indépendant, oui. Après, sa seule tentative de film américain s'est soldée par quand même un échec assez cuisant. Et je pense qu'aussi c'est ça qui a un peu déterminé la suite, parce que je crois qu'il s'est jamais vraiment remis de l'échec de Ma vie avec John Donovan, et c'est peut-être ça qui précipite aussi. Mais après, bon, je pense que les envies avec l'âge peuvent évoluer. On n'est pas à l'abri que d'ici peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Soderbergh avait pris 2 fois sa retraite, il est ressorti de sa retraite. Eddie Mitchell aussi, hein. Dans un autre registre. Après, il y en a, on peut les regretter, d'autres pas. La belle référence. Et du coup, Miyazaki, qui lui décide pas de s'arrêter, en fait, Alors, je suis très content, mais après, vu qu'il a mis 10 ans à faire Le Garçon et le Héron, il est plus tout jeune, donc espérons qu'il soit éternel et qu'il puisse nous faire encore quelques autres films. Mais... Il a peut-être déjà pris de l'avance, on sait pas. Ouais. On ne sait pas. Gauthier, tu voulais dire quelque chose ? Moi, c'était juste pour Miyazaki. On verra. Parce que bon, déjà, j'ai très très hâte de voir son prochain film le 1er novembre, je crois qu'il sort. Mais après, on verra si son prochain projet verra le jour. Mais j'espère. On verra. Est-ce que je lance la transition news ? J'ai rien à redire. Ok, très bien. Nino, tu voulais dire quelque chose sur... Et on termine donc ces news avec la Mostra de Venise qui a dévoilé son palmarès samedi dernier. Et c'est le cinéaste grec Yorgos Lanthimos qui repart avec le Lion d'Or pour son film Pauvre créature, avec pour tête d'affiche Emma Stone, Mark Ruffalo ou encore Willem Dafoe. Le long métrage met en scène Bella, une jeune femme ramenée à la vie qui va découvrir le monde. Il devrait arriver dans nos salles le 17 janvier 2024. Et on continue le palmarès avec le Grand Prix du jury pour Ryusuke Hamaguchi, notamment réalisateur de Drive My Car, et son film Akuwa Sonzai Shinai, pardon pour la prononciation, très certainement horrible. Le prix du meilleur réalisateur revient au cinéaste italien Matteo Garrone pour le long métrage Moi Capitaine, qui sortira le 3 janvier chez nous. Et le prix du meilleur scénario revient à Guillermo Calderón et Pablo Larraín pour El Conde, comédie d'horreur qui a pour personnage principal Pinochet, qui est ici un vampire. Tout simplement. Le film sort dans 2 jours, oui. Voilà, exactement. Le film sera disponible dès ce vendredi sur Netflix. Le géant du streaming arrive donc à se frayer de nouveau une place dans le palmarès. Quant à Michael Mann, David Fincher et Bradley Cooper, ils repartent bredouille de cette 80e Mostra de Venise. Alors, un petit mot sur ce palmarès. Est-ce qu'il y a des films qui vous font envie ? Moi, je veux dire un petit mot sur le palmarès, mais pas forcément sur les films en eux-mêmes. Encore une fois, c'est un film américain qui remporte le Lion d'Or à Venise. C'est devenu vraiment une tradition. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de ça à Venise maintenant, parce que c'est pour faire venir des stars aussi. Et en plus, cette année, il n'y en avait pas tellement, vu qu'il y avait la grève des acteurs. Et c'est devenu une tradition qui est un peu... je trouve ça dommage, en fait, que ça soit des films qui allaient de façon à être mis en avant à ce point-là, qui remportent tous les ans le Lion d'Or, même si c'est pas pareil de donner... Voilà, je voulais regarder sur ces dernières années, par exemple, il y a eu 5 films américains sur les 7 dernières éditions qui a remporté le Lion d'Or. C'est quand même énorme, mais c'est sûr, c'est pas pareil de donner le prix à Laura Poitras pour son documentaire Toute la beauté et le sang versé, et Joker par exemple de Todd Phillips, qu'il avait eu aussi. Mais je voulais juste souligner ça. Lanthimos, c'est grec aussi, donc c'est un film américain mais réalisé par un réalisateur grec. Oui, mais avec des acteurs anglo-saxons, tout ça, c'est ça qui compte aussi beaucoup. Il glisse un mot au jury qui était cette année présidé par Damien Chazelle. Ouais. Mais de toute façon, le jury aussi est souvent tourné vers ce cinéma-là, mais même quand il est tourné vers ce cinéma-là à Cannes, c'est moins ce qu'on a.
Je trouve, en tout cas, ces dernières années. On va me dire, à Cannes, dernièrement, c'est que les Français qui gagnent. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire sur ces films. Après, si vous voulez dire d'autres choses sur les films en eux-mêmes et que vous les attendez, allez-y. C'est difficile de parler sans les avoir vus, mais après, c'est vrai que les noms qui sont au palmarès, du moins, sont assez alléchants entre La Reine, Hamaguchi, Lanthimos et j'ai oublié... Matteo Garonne. Et même d'autres personnes qui étaient dans la sélection. C'était quand même une très très belle sélection. Avec Luc Besson notamment. Oui, bon, voilà, il y a certains noms Polanski, Woody Allen. Certains noms dont on se serait passé volontiers, mais il y avait d'autres réalisateurs Vous l'avez vu, le directeur de la Mostra de Venise, parce que Polanski, son film a été reçu en catastrophe, voilà, et ils lui ont demandé mais pourquoi vous l'avez sélectionné, et lui il a dit oui, c'est vrai que le film est pas bien non plus, mais voilà, on l'a sélectionné, quoi. C'est complètement débile. Ils ont vraiment aucune excuse pour l'avoir mis, mais le plaisir du scandale. Ouais. Et qu'on parle de peut-être. C'est ça. C'est cynique, mais. D'autres réactions ou pas? Moi, j'attends qu'il lance le truc pour. Il n'y en aura pas une troisième. Il n'y en aura pas une troisième parce que ces news sont terminées. Merci Florent pour tout ça. Chaque première émission de rentrée est donc l'occasion pour nous de vous parler de ce qu'on a aimé lors de la pause estivale grâce à des chroniques concoctées aux petits oignons. Et je propose de débuter avec le film qui a marqué, en tout cas un des films qui a marqué Nino cet été. Je te laisse nous le présenter, Nino. Oui, j'ai une longue chronique. Quand il a fallu choisir le film de l'été que j'avais chroniqué ici. Avant. Je vais la lire très très vite. Quand il a fallu choisir le film de l'été que j'allais chroniquer ici, le choix était vaste, des films d'auteurs au succès relatif et d'autres injustement boudés, des blockbusters pour le coup plus ou moins passables, puis beaucoup de ressorties qu'on n'abordera pas ici mais qui ont permis de découvrir ou redécouvrir de superbes films. L'été a été pour ma part bien fourni en matière de cinéma et j'espère que pour vous aussi. Mon choix s'est alors porté sur un film qui n'est pas le film que j'ai le plus aimé, ni un chef-d'œuvre qui fera date, mais c'est un film qui m'a fait passer un moment vraiment agréable, une comédie feel-good où on rigole beaucoup, et c'est parce que je n'en ai entendu que très peu parler que je me devais de rattraper ça. Le film dont je vais vous parler, c'est Joyride, dernière production avant-dernière maintenant, du duo de Seth Rogen et Evan Goldberg. Et leur nom me suffit pour me donner envie car j'y retrouve bien souvent une sympathie pour des personnages attachants, autant dans leur scénario que dans leur production. On peut citer Super Grave, Pineapple Express, This Is the End, Good Boys, puis cette année donc également Ninja Turtle Teenage Years. Mais assez parlé d'eux. Joyride, c'est surtout le premier film d'Adèle Lim qui avait co-scénarisé Crazy Rich Asians. On y suit 4 héroïnes ou anti-héroïnes d'origine chinoise, jouées par Ashley Park, Cherry Colas, Stephanie Su et Sabrina Wu. André a été adoptée par un couple blanc américain et travaille maintenant comme avocate. Son amie d'enfance, Lolo, est première descendante d'immigrés chinois et vit une vie d'artiste contemporaine mal vue par son entourage. La cousine de cette dernière, surnommée Deux Tenses, parce qu'elle a 2 tensions, et une fanatique de K-pop. Elles vont toutes 3 retrouver lors d'un voyage d'affaires en Chine Kat, amie de la fac, maintenant devenue star de cinéma. Ce quatuor s'embarque dans un road trip bien rythmé à travers la Chine. Elles y opèrent une dynamique très intéressante tout au long du film, en ayant toutes des caractères bien à elles, mais aussi des aspirations de vie, des rapports à la famille et à la culture ou au travail bien différentes, et parfois en opposition. En bonne comédie américaine, le film se centre autour de scènes au fort pouvoir comique, tournées vers ses personnages et leur interaction entre elles et avec le monde extérieur, les différents personnages qu'elles vont rencontrer. Je ne vais pas révéler trop de ces scènes, mais pour vous en décrire une rapidement. Nos 4 amies sont dans un train en Chine et rencontrent une Américaine avec qui elles sympathisent avant de se rendre compte qu'elle transporte énormément de drogue. C'est quand la police chinoise s'approche de leur wagon qu'elles vont devoir trouver au plus vite une solution pour ne pas être embarquées en prison. In extremis, alors elles font tout pour ne pas garder une trace en les cochant en leur sein par différents orifices. C'est pas un humour pour tout le monde sans doute, c'est gras, parfois stupide, mais encore une fois j'ai beaucoup ri et j'espère que ça sera votre cas si vous vous laissez tenter. Puis ça fait du bien de voir ce genre de comédie avec un casting féminin, autant derrière que devant la caméra. La stupidité et l'humour graveleux ne sont pas réservés aux hommes. Au-delà d'un humour qui marchera ou pas selon chacun, Joyride c'est aussi un film qui fait du bien aux bons sentiments comme on dit. Le film aborde des grands thèmes, la famille, la culture, l'amour puis surtout l'amitié.
On pense de nouveau à Supergrave et à Good Boys, qui avaient été vendus comme Supergrave mais avec des enfants. Ici, on n'est pas face à Supergrave mais avec des femmes chinoises. Le film a sa propre identité et tous ces thèmes dont je vous ai parlé sont vraiment bien traités. Ça m'a touché sans avoir besoin de s'identifier à une américaine d'origine chinoise adoptée et qui fait face à son histoire familiale et culturelle. Les thèmes universaux permettent une identification à ces personnages qui sont vraiment attachants. J'en ressortais avec le sourire et j'ai trouvé bien dommage que le film n'ait pas été marketé plus que ça. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui et j'espère que ça aura donné envie à quelques personnes qui nous écoutent autour de la table. Je ne sais pas si vous avez vu ce film ou si ma chronique vous a donné envie. Alors, moi je l'ai pas vu personnellement. Moi j'avais envie de le voir pour les raisons que tu as données, mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais j'avoue à rattraper du coup. J'avoue que mon envie s'est accentuée. Un film qui est sorti donc en début d'été, le 5 juillet dernier, et donc on le redit, réalisé par Adèle Lim, Joyride. Bah merci Nino, ouais, merci. Ça nous donne envie. Non, on t'a pas dit de remercier toi. Tu vas te calmer. Non, je gueule. J'ai pas vu le film aussi. Tu vas te calmer. C'est à toi d'ailleurs maintenant. C'est à ta chronique. C'est parti pour la chronique de Gauthier. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Ben tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais alors, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. D'accord? Réalisé en seulement 6 jours par Quentin Dupieux et sorti le 2 août dernier, Yannick est un de mes réels coups de cœur de cet été. Pourtant, j'avais peur d'y aller. Cela faisait déjà un moment que je m'étais décroché du cinéma de Dupieux. En effet, devant chacun de ses nouveaux projets, j'avais l'impression de ne jamais faire face à un film véritablement terminé. Il continuait de proposer des idées de départ et des concepts complètement absurdes, faisant sens dans la continuité de ses travaux, mais cela ne dépassait jamais vraiment ce stade. Et que ce soit devant Au Poste, Mandibule, Fumer fait tousser ou encore Incroyable mais vrai, j'avais vraiment le sentiment d'être devant des idées qui ne se déployaient jamais à l'écran. Tout cela s'est effacé devant mon visionnage de Yannick. Partant comme toujours d'un postulat absurde, ici un homme qui interrompt une pièce de théâtre, trouvant cette dernière ratée et sans intérêt, prend en otage les comédiens et les spectateurs afin de lui-même créer une pièce. Avec ce point de départ, le réalisateur va nous mettre en place une question. Devons-nous subir quelque chose sous prétexte que c'est une œuvre d'art? Dupieux profite alors de son film pour nous interroger sur les liens qu'il y a entre l'art et le divertissement, quelles conséquences l'un a envers l'autre, et inversement. Tout cela est intelligemment mis en scène par les... Tout cela est intelligemment mis en place par les conflits et les nombreuses interactions à travers les différents groupes de personnages, Yannick face aux comédiens et aux spectateurs. De plus, le conflit de ce film peut être facilement mis en parallèle avec la carrière de Dupieux. Il en profite alors pour proposer un habile commentaire sur ses travaux et sur lui-même. En plus de ces questionnements, c'est la première fois que je suis touché devant un film de Quentin Dupieux, avec cet homme, Yannick, interprété par Raphaël Quenard, qui est un personnage tout simplement ailleurs, totalement déconnecté de notre monde, qui n'a pas conscience des codes et des règles. D'une maladresse sans nom, il en dégage tout de même une étonnante sincérité dans ce personnage. Un personnage qui ne semble n'avoir jamais réellement existé à l'exception de cette soirée, dont nous sommes spectateurs. Il prendra réellement vie qu'à la fin du film, qui, sans rien en dire, est à la fois rayonnante et d'une importante noirceur. Si vous n'avez pas encore vu Yannick, n'hésitez pas. De plus, si ça peut vous encourager, le film ne dure qu'1h07. J'en profite aussi pour dire un mot sur l'impressionnant succès du film en matière d'entrée en salle. En effet, je suis très heureux de voir qu'il a dépassé les 300 000 spectateurs, ce qui est le meilleur score box-office de Dupieux. Selon certains pronostics, il devrait atteindre les 450 000 entrées à la fin de son exploitation. Pour conclure, l'intérêt que j'avais pour ce réalisateur est partiellement revenu avec ce nouveau long-métrage. Et c'est pour cela que j'attends avec une certaine curiosité son prochain projet, Dali, dans lequel Dupieux va nous proposer un portrait de Salvador Dali sous les traits de différents acteurs, dont Édouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch et Pierre Mamaille. Merci Gauthier, je pense qu'on a tous vu Yannick autour de la table. Un petit mot chacun, est-ce que vous rejoignez Gauthier? Je le rejoins totalement sur le
au fur et à mesure des intérêts de Dupieux. Et puis là, sans trop en dire, déjà le film a une fin, donc déjà c'est quelque chose de grandiose. Et oui, il y a un vrai... Et puis Raphaël Quenard, il n'a jamais été autant Raphaël Quenard que dans ce film, je crois. Clairement, mais en fait, voilà, c'est sûr qu'on le voit de plus en plus, mais c'est mérité et il est vraiment incroyable dans ce film. Il porte le film, vraiment. J'ai l'impression que ça va être le premier Dupieux qui sera sûrement aussi au César, des trucs comme ça. Je sais pas s'il l'avait déjà, je suis pas sûr avant. Et je vois bien Raphaël Quenard, un espoir masculin, des trucs comme ça. Et il avait été à l'Alpe d'Huez avec Réalité. Waouh, l'Alpe d'Huez, il prenait des risques à l'époque. J'avais entendu que c'était Gad Elmaleh qui l'avait vu parce qu'il était jury, il l'avait vu dans l'ascenseur, il a dit votre film est très bien mais il a vraiment rien à faire là. Mais à préciser rapidement que Dupieux a écrit ce rôle spécialement pour Raphaël Quenard. Ouais. Il l'a rencontré sur le tournage de Mandibule. Il a un tout petit rôle vraiment au début, il a 30 secondes à l'écran. Et il a tellement adoré cet acteur qu'il a dit je vais écrire un rôle que pour lui et c'est parti. Jonathan. La différence de vous, c'est que moi je n'ai jamais lâché Dupieux, je trouve que j'adore. J'ai pas dit que je l'avais lâché, c'est juste que je suis d'accord avec leurs remarques quand ils disent que ça va pas jusqu'au bout. Ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a la plupart de ces films, j'avoue que je suis très très fan. Et avec Yannick, il y a une nouvelle variation un peu de l'absurde, justement, qui est plus ancrée dans le réel quand même, parce qu'on part moins en sucette avec des idées un peu plus farfelues. Là, on est quand même très ancré dans le réel. Et c'est vrai que tout ce que tu disais sur la réflexion entre l'art et le divertissement, il y a quelque chose d'assez assez fascinant et en même temps d'assez profond aussi, même si le film aurait gagné à être un peu plus épais pour, je pense, un peu plus approfondir toutes les thématiques, mais il y a quelque chose de fascinant quand on regarde aussi l'intégralité de l'œuvre de Dupieux, qui je pense lui aspire à aussi peut-être à toucher un plus grand public, et du coup c'est paradoxal que ce soit avec ce film là qu'il y arrive, mais non je trouve qu'il y a une vraie continuité, une vraie cohérence dans la carrière de Dupieux, et j'ai hâte de voir ce qu'il va continuer à faire, parce que c'est quand même faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir un auteur aussi qui est capable de proposer des concepts assez barrés, mais en même temps d'une vraie et grande intelligence, et je pense que voilà, on a de la chance d'avoir ça en France. Le monde du cinéma le sait un peu, t'as vu les castings qu'il a à chaque fois, sûr, et tout, c'est que des grands noms qui participent. L'œuvre de Dupieux en plus qui peut se rattraper vite fait, ça doit faire 3 heures en tout. Nino. Oui. Non, pareil que toi, moi je suis vraiment un grand fan, et j'ai pas trouvé que sa carrière s'essoufflait particulièrement, mais après, il y a parfois des problèmes de rythme un peu sur les derniers, et là, pour le coup, c'est vraiment très bien rythmé, je trouve. S'il avait fait un film long avec 1h07, là, ça aurait été compliqué. Non, mais même, par exemple, Incroyable mais vrai, que j'avais beaucoup aimé, le concept, au bout d'un moment, je trouve que ça perd un petit peu de rythme. Et là, pour le coup, ça marche vraiment très bien. Un des premiers Incroyable mais vrai où j'ai senti ce truc d'émotion et qu'on retrouve vachement dans Yannick dans la deuxième partie. Ouais, il y a un côté un peu mélancolique devant Incroyable mais vrai qui se retrouve sur Yannick. On nous dit dans le chat que tu as la voix de Patrick Brion qui s'occupait du cinéma de minuit, voilà, Gauthier. Mais je sais pas qui c'est. Et moi non plus. Ravi de le savoir. Tu sais, on est trop jeune, c'est ça. Jonathan doit savoir. Ça c'est méchant. Ouais. Dis-moi, vas-y, sur Yannick. Tu vois, tu m'as fait oublier. Ah non, sur Fumer fait tousser, je trouve qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions, et il y avait un regard aussi un peu inquiet. C'est qu'au-delà des concepts, il y a toujours quand même un regard un peu sur le monde qui nous entoure, que je trouve assez fin, et moi par exemple, Fumer fait tousser, j'avais trouvé ça vraiment vraiment très très bien, un de ses meilleurs films, et avec Yannick, je trouve qu'il continue une œuvre très très intéressante. Ouais, c'est vrai qu'il y a dans ses films précédents, il y a un côté très enfermé sur lui-même, alors que dans Fumer fait tousser et dans Yannick aussi, il y a plus un rapport avec le monde qui est assez touchant, quoi. Alors que le film se passe à l'intérieur et il s'ouvre, c'est fort, c'est paradoxal, magnifique. Allez, on enchaîne, c'est une émission de merde. On poursuit avec un autre film qui fait parler, qui a aussi un succès durant ce mois d'août. C'est tout simplement la Palme d'Or de cette année, et c'est Jonathan qui va nous en parler. Vas-y. Ah, direct. Okay. Tu voulais quoi? Moi, j'ai pas le droit à l'abondance. C'est lui qui a choisi de l'avoir. Je plaisante. Je suis très content justement de revenir pour parler de... Il revient et vient critiquer. Je vais te niquer ta chronique. Non, mais je suis vraiment très content de revenir dans l'émission aussi pour parler d'une Palme d'Or qui a de la gueule, qui en impose, parce qu'il y avait bien longtemps justement que je n'étais pas sorti d'une salle avec autant d'enthousiasme pour une Palme d'Or, donc je suis déjà très content de ça.
Et avant de rentrer dans le vif d'Anatomie d'une chute, il est important aussi de rappeler qui est sa réalisatrice, Justine Triet, pour comprendre aussi l'événement que constitue ce film dans sa filmographie. Avant cela, elle était auteure de 3 films, La bataille de Solferino, Victoria, Sibylle, et aujourd'hui Anatomie d'une chute. C'est une réalisatrice dont on retrouve souvent le chaos au centre de son œuvre. Un chaos où jaillit le drame, le burlesque, les tensions, les situations improbables. Et elle a toujours mis des personnages de femmes fortes au cœur de ses récits, que ce soit incarnés par Laetitia Doll, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos ou aujourd'hui Sandra Hüller. C'est des personnages de femmes toujours en plein doute, en transformation, en mutation, en évolution, et plongées dans des relations avec des hommes qui, elles aussi, sont souvent chaotiques. Rien n'est linéaire chez Justine Triet et tout est affaire de point de vue, d'où on place le regard, de troubles entre fiction et réalité, notamment sur Sibylle. Et rien de mieux que le lieu où la recherche des faits est la plus primordiale, le tribunal. Donc c'est la place centrale de ce 4e film de Justine Triet qui va disséquer une chute, ou même des chutes, celle physique du mari de Sandra, Samuel, qui causera sa mort, mais aussi la chute d'un couple, parce que c'est autant l'anatomie d'une mort que d'un couple auquel nous assistons pendant près de 2h30. Et pour cela, je vous propose un petit extrait pour illustrer l'enjeu du film. So, as you can see, an accidental fall is going to be hard to defend, given the height of the windowsill. Mm-hmm. So that's why there's an investigation for more suspect, and you're more suspicious death, yeah, and you're témoin assisté because you were the only person there. Okay. And of course, you're his wife. Now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping right above and Daniel was out for a walk is a shitty strategy. Samuel had no enemies. Stop. I did not kill him. That's not... Ah. Ce n'est pas la question, il le dit. Du coup, l'enjeu de l'anatomie d'une chute est donc moins de savoir que de comprendre, de comment regarder, comment se positionner. La recherche de la vérité importe peu, mais c'est la manière de la percevoir, de l'analyser et de l'interpréter. Et en ce sens, c'est un grand film sur la perception des faits, l'interprétation qui en est faite. Le moindre détail est important et vient illustrer la complexité des situations et la complexité du monde. C'est pour cela qu'au-delà des interprétations et de la mise en scène qui sont tout à fait remarquables, c'est l'écriture du film qui emporte tout et qui impressionne par-dessus tout. Parce que c'est une affaire de nuances, avec un propos sur la vérité qui se distingue généralement de la plupart des films de procès. Un détail qui peut paraître anodin dans une situation devient preuve à charge contre la plaignante. Les échelles du regard, l'importance qu'on accorde aux faits, à la manière de les voir et de les interpréter, c'est beaucoup de thématiques abordées par le film, avec une précision, une finesse désarmante. Et le film n'a de cesse d'exploiter les paradoxes de la figure du procès dans sa recherche de la vérité, la difficulté de la preuve de l'amour, des sentiments, face à l'interprétation des ressentis de chacun qui déforme la propre perception de la réalité. Au-delà de ça, en filigrane, il y a aussi le cinéma qui se regarde et qui s'interroge également sur la retranscription de la réalité et de la vérité. Et il y a une ambiguïté formelle d'une grande intelligence, et c'est en cela que ce n'est pas qu'un film de scénario, mais aussi un grand film de mise en scène. Je vais m'arrêter là, même s'il y a évidemment énormément de choses à dire sur le film, mais je me tourne vers vous les amis, qu'en avez-vous pensé ? Je te rejoins complètement sur le côté réflexif déjà, et puis ne serait-ce la scène avec Arthur Harari où il joue tu sais, un critique dans le film, et où il dit le but c'est de voir, c'est plus intéressant de se dire qu'une enseignante a tué son mari plutôt que lui qui se suicide. Je crois qu'il y a un truc comme ça, et en sachant que c'est lui qui a aussi co-scénarisé le film, il dit en fait c'est clairement une note d'intention sur le film qui nous fait là, et ça fait partie des petites intelligences aussi qu'il y a pendant comme tout tu dis, en plus métrage. Arthur Harari, donc à qui on doit le magnifique Onoda, faut savoir que les deux sont co-scénaristes et aussi en couple dans la vie, donc il y a aussi un regard aussi même un peu méta vis-à-vis de leur relation, je pense, dans le côté un peu compétition de deux cinéastes qui sont aussi en vogue en ce moment. Donc il y a plein de grilles de lecture du film, de couches de lecture, et c'est, je trouve, ce qui le rend à la fois complexe et passionnant, parce qu'on n'a pas fini en fait de regarder en fait et d'interpréter le film. Et je trouve justement qu'il y avait longtemps que j'avais pas vu un film d'une grande finesse justement sur sa propre réflexion, notamment sur la recherche de la vérité, ce que ça constitue même en termes de cinéma, et là-dessus le film est tout simplement brillant et mérite sa palme d'or. Les autres, ouais. Moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je l'ai découvert très tardivement, ce film, je l'ai découvert il y a 4 jours, parce que je l'ai raté pendant le Festival de Cannes, et cet été j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et j'ai été vraiment bluffé par tout ce qui est autour du procès. Je trouve que ça prend un peu de temps à commencer. On va dire les 30 premières minutes, j'arrivais pas à rentrer dedans, et après dès que ça commence, mais j'étais dedans, j'étais à fond. Et
pour rapidement finir, dans 20 jours, le 27 septembre, il y a un autre film écrit par... je sais pas s'il est écrit ou s'il il est juste en tant qu'acteur. Ou Harari est là. Arthur Harari. Arthur Harari est là. C'est le procès de... Ah oui, de Goldman, ouais. De Cédric Kahn. Ouais, qui est super aussi. Et du coup, si le cinéma de procès vous intéresse, allez le voir, qui est sur le 27 septembre. Double programme. Mais il y a le film, finalement, le cinéma français aussi se nourrit beaucoup du film de procès. Parce que ce film, Anatomie d'une chute, m'avait fait penser aussi à un film qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelle La fille au bracelet. Justement, qui questionnait aussi ce rapport à la vérité, sans donner justement des indices, et que le but du film n'est pas de savoir qui a tué, mais en fait de se rendre compte aussi de la machinerie judiciaire. Il y a eu Saint-Omer il y a pas longtemps aussi. Également. Et je trouve que justement, sur ce point de vue-là de la manière d'interpréter les faits, le rôle d'Antoine Reynards dans Anatomie d'une chute est vraiment incroyable. Au-delà de la performance, je trouve qu'il apporte vraiment justement toute l'intelligence du propos de Justine Triet et vient l'appuyer. Moi j'ai envie de le claquer pendant le film. Bien sûr, parce que c'est un personnage détestable, mais justement il vient aussi apporter... moi ce que je trouve très intelligent, c'est que c'est la manière d'utiliser des faits qui pourraient paraître anodins. Une dispute... un micro-événement, et qui du coup dans un cadre de procès devient une preuve ou une charge contre la plaignante. Et justement tout le discours de Sandra Hüller dans le film, sans spoiler, mais qui dit que la manière dont vous percevez le personnage qui est mort, donc son mari, et la manière de le faire passer pour victime est une réalité totalement différente de la perception de son point de vue à elle. Oui. Et du coup, c'est là où le film est intelligent, c'est que la différente perception des points de vue rapporte la complexité dans la recherche de la vérité. Nino, tu souhaites réagir sur Anatomie d'une chute? J'ai eu la chance de chute le voir à la toute première séance à Cannes, et j'avais déjà adoré, et là je suis retourné le voir il y a une semaine, et ouais, comme tu dis, c'est vraiment un film qui est très dense, qui aborde plein de thèmes de manière très intelligente, et puis surtout qui a des super acteurs, des super dialogues et tout, qui sont vraiment très bien dirigés. Et ouais, autant dans la mise en scène, tout marche vraiment super bien dans ce film. Et puis en plus, les 2h30, on les voit pas passer, quoi. Non, moi j'ai pas eu de problème, contrairement à toi non plus. Si je le début, après ça allait très vite. Puis on sent aussi que c'est un cap dans la carrière de Justine Triet, parce que ces 3 premiers films, moi je les trouve vraiment très réussis, mais là pour moi il y a une dimension de chef-d'œuvre et d'œuvre totalement accomplie qui dépasse de très loin ces 3 œuvres précédentes. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'elle va nous concocter par la suite. Elle level up. Flo. Sait-on jamais. Moi, première fois que je t'appelle Flo à l'antenne, je crois. Oui, c'est vrai. Même dans la vie, jamais. Ouais. Flo. Non, mais moi, en fait, dès la scène d'ouverture, dès que la musique se lance, j'étais d'un coup complètement captivé. Alors que voilà, c'est vraiment dans les premières minutes, même premières secondes que ça se lance. Et je voulais quand même une mention spéciale à Milo Machado Grané, incroyable. qui est une grande partie du cinéma français en termes de jeu d'acteur. Il est incroyable, il est d'une justesse pour tous les acteurs, mais voilà, je voulais quand même... Tu fais bien de le rappeler, parce que vraiment, il est très impressionnant, et il apporte aussi beaucoup de belles choses dans le film. Margot avait pu poser une question à Justine Triet après sa Palme d'Or en mai dernier pendant le Festival de Cannes, donc je vous propose qu'on écoute la question qu'elle avait posée et puis la réponse de Justine Triet. Bonsoir, Margot Costa pour The Cinema Show. Déjà, félicitations pour ce prix. Autant à votre séance de projection que ce soir, vous soulignez vraiment l'importance de soutenir les jeunes réalisatrices et réalisateurs. Pourquoi c'est si important pour vous? Et vous, est-ce que vous vous êtes senti soutenu à vos débuts? Voilà. Oui, je me suis sentie soutenue. Il faut savoir que quand on commence dans ce milieu, c'est vrai on est sur des financements très plus bas. Enfin voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui me touche en ce moment, de savoir comment est-ce que la jeunesse va pouvoir s'emparer en fait de ça. On a besoin en fait, je pense, du regard de cette jeunesse sur ce qui se passe en ce moment. On vit un début d'une révolution en fait réelle, sociétale, profonde, et dans tous les milieux. Et évidemment, le cinéma est vraiment aussi en mouvement. Et je pense que voilà, pour moi, c'est comment dire, j'ai 44 ans. J'ai passé 15 ans à voir ce milieu changer, et je vois aussi toutes les, comment dire, je pense qu'effectivement les femmes sont plus présentes aujourd'hui, qu'il y a plein de choses qui bougent, et donc je peux pas m'empêcher d'être très curieuse en fait, de voir comment cette jeunesse va s'emparer en fait de ce monde, et comment les nouvelles images qui vont arriver de ce monde, évidemment. Ouais.
Dans Anatomie d'une chute que tu viens brillamment d'évoquer, Jonathan, il y a une musique donc qui est jouée à plusieurs reprises. Si vous connaissez un petit peu le rap game, vous aurez sans doute reconnu l'instru de P.I.M.P. de 50 Cent. Pour notre première pause musicale, je vous propose de nous replonger dans ce classique du rap US. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see, girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. Rolling the pins with me. You can watch the TV from the backseat of my V, I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on gator shoes. I'm shopping for the chillers, in the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. Yeah, in Hollywood they say there's no business like show business. In the hood they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah. On finit ce petit tour de nos films préférés de l'été par ma chronique et je dois bien vous le dire, c'est pas simple de s'atteler à la tâche que je me suis imposée. Par habitude, lors des premières émissions post-été, je préfère plutôt vendre un film d'outsider qui avait moyennement bien marché ou que les critiques n'avaient pas trop aimé. Là, avec le long métrage dont je vais vous parler, on est à l'opposé. À la fois succès critique et succès public avec plus de 4 millions d'entrées en France et près de 900 millions de dollars de récoltés dans le monde. On ne présente vraiment plus le dernier né de Christopher
Christopher Nolan, Oppenheimer. Du coup, je vais essayer de vous parler du film en toute modestie, tenter de vous dire pourquoi je l'ai aimé à ce point. Mais avant tout, il convient de rappeler que si Oppenheimer est un tel succès surprise, il est rare de voir un drame judiciaire de 3 heures rapporter autant d'argent. C'est en partie grâce à une communication maligne qui a rameuté les foules. En effet, vous avez sans doute entendu parler de Barbenheimer, phénomène qui a donc opposé les sorties le même jour de Barbie de Greta Gerwig avec Oppenheimer de Christopher Nolan, en mettant en avant leur énorme différence. Ce point-là est sujet à débat parce qu'en vrai, Barbie et Oppenheimer, c'est pas des films si différents que ça, mais on en reviendra certainement lors de notre carte blanche. Maintenant que j'ai rapidement évoqué le contexte dans lequel le film est sorti, on n'oubliera pas de mentionner non plus le début de la grève des acteurs à Hollywood. On va rentrer dans ce qui devrait nous intéresser le plus, le film en lui-même. Et quand on s'attend à un biopic sur Robert Oppenheimer par Christopher Nolan, on se doute bien que le Britannique ne va pas nous sortir une narration classique. Dunkerque en était déjà l'exemple, d'un simple film de guerre. Nolan arrivait à développer un remarquable propos sur le temps, thématique centrale de l'œuvre de Christopher Nolan. Avec Oppenheimer, on retrouve ainsi une narration faite de flashback ou de flash-forward, c'est comme vous le sentez, c'est là où vous voulez vous placer. Cette narration est aussi distincte entre les images en couleur, symbolisant le point de vue d'Oppenheimer, remarquablement interprété par Cillian Murphy, et les séquences en noir et blanc, symbolisant le point de vue de l'antagoniste principal du film, Lewis Strauss, joué avec brio par Robert Downey Jr., à qui on a enfin redonné un rôle à la hauteur de son talent. Cette narration n'est pas forcément révolutionnaire. Le film Very Bad Cops en 2010 s'en moquait d'ailleurs. Je crois que le mieux pour raconter une histoire, c'est de commencer par la fin, brièvement. Et là, de reprendre au début et après faire sans cesse cet aller-retour. On peut par exemple aborder les points de vue croisés de différents protagonistes, de quoi donner un peu de dynamisme. On évitera d'assommer l'auditeur avec un récit trop linéaire. Mais cette narration, elle mérite de nous stimuler, de nous faire réfléchir, de confronter donc les points de vue, ce qui va à l'encontre des biopics académiques dont les Oscars raffolent et leur respect chronologique de l'histoire. Cette alternance entre scènes en couleur et scènes en noir et blanc n'est pas non plus sans rappeler Memento, thriller de Nolan déjà, qui jouait sur les points de vue et traitait déjà du temps, un temps passé en l'occurrence. Le scénario d'Oppenheimer est donc coupé en 3 temps. Christopher Nolan considère d'ailleurs avoir réalisé 3 films en un, le premier étant celui de l'origin story d'un héros, le second étant un film de casse et le troisième étant un film de procès. Selon moi, c'est ce découpage, nous faisant passer par divers états et diverses émotions, qui donne cet effet coup de poing qui nous traverse à la fin du film. Lors de mes 2 visionnages, j'ai vraiment eu ce sentiment qui m'a traversé en fin de film, comme si je venais de vivre quelque chose de grandiose. Je trouve d'ailleurs que c'est une force de Nolan de bien savoir terminer ses films. C'est d'autant plus louable car il est toujours plus facile de trouver une bonne ouverture à un long métrage qu'une bonne conclusion. Outre le scénario, et je l'ai rapidement évoqué, c'est le casting qui fonctionne à merveille. Doté d'une distribution all-star avec quelques caméos surprises, le film évite toutefois les rôles fast-food à tous ses comédiens. Tous sont là pour jouer et aucun ne sont là juste pour ajouter un nom connu à l'affiche. J'ai déjà évoqué Cillian Murphy et Robert Downey Jr., mais il faut louer les performances de Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh et Rami Malek. Christopher Nolan se permet même de remettre sur le devant de la scène certains comédiens qui avaient commencé à tomber dans l'oubli, Josh Hartnett, David Krumholtz, Dan DeHaan ou encore Alden Ehrenreich que l'on n'avait quasiment plus vu depuis Solo. Les nouveaux collaborateurs de Christopher Nolan ne sont pas en reste. La monteuse Jennifer Lame et le compositeur Ludwig Göransson semblent avoir trouvé leur automatisme avec l'univers de Nolan après Tenet qui pourrait limite faire office de premier jet. Il en résulte un montage et une partition qui participe grandement à l'émotion et au côté sensitif du film. Enfin, il est difficile de ne pas évoquer Oppenheimer sans parler de l'image du film et de son utilisation de l'IMAX. Même si Universal a marketé à tort et à travers son usage, il reste que Christopher Nolan et son directeur de la photo, Hoyt van Hoytema, restent les seuls à savoir user à ce point de ce format dans le cinéma de fiction. Utiliser la grandeur de l'IMAX dans un film si intime prouve aussi la malice de Nolan. Cet usage pourrait même faire office de note d'intention du film, faire cohabiter la petite histoire, celle d'Oppenheimer et l'usage de la bombe atomique. Our film tries to take you into his experience, and IMAX for me is a portal into a level of immersion that you can't get from other formats.
Si vous n'avez toujours pas vu Oppenheimer, je vous invite donc à découvrir le somptueux dernier film de Christopher Nolan, premier long métrage du metteur en scène, réalisé d'ailleurs avec la Universal. Je précise ça parce que c'est assez drôle de constater à quel point la Warner, son ancienne partenaire, entretient tout de même des liens très importants avec Oppenheimer. C'est en partie grâce à la sortie simultanée de Barbie, donc produit par Warner, que le film est un succès. Et lorsqu'on voit Oppenheimer, l'ombre d'un chef-d'œuvre de la Warner Bros. Plane, JFK d'Oliver Stone. Vous avez tous vu Oppenheimer autour de la table, j'imagine. Oui. Ouais. Oui. Un petit mot sur le film. Bah pour moi, ça a été le film un peu des retrouvailles et de la résurrection. C'est-à-dire, j'avais pas du tout aimé Tenet. Et donc là, ça me fait plaisir de revoir un Nolan qui, comme tu l'as dit, fait quand même une narration qu'on lui connaît, un peu moins classique. Mais que je retrouve, qui cherche pas forcément le concept énorme et qui va essayer d'être le plus intelligent et le plus cérébral possible. Parce qu'il s'enlève tout l'aspect science-fiction aussi des films. Oui, peut-être que ça l'aide, mais en tout cas, voilà, on perd le côté cérébral. Et puis la résurrection, parce que comme tu dis, il a redonné un vrai rôle à Robert Downey Jr. Il a même réussi à bien faire jouer Alden Ehrenreich, qui joue comme une armoire. Moi, je l'aimais bien dans Avec César des frères Cohen. Donc, je l'ai pas vu. Mais donc, ça a été vraiment une... Et puis, il y a une séquence qui m'a coupé le souffle, comme il y en a plus énormément je l'ai vu en IMAX, comme il y en a plus énormément, justement, que ce soit dans les films en IMAX ou dans les films d'action aujourd'hui. Vous noterez que la direction artistique pour la vidéo aujourd'hui, elle est assez incroyable avec les lumières qui changent en fonction des films. Là, on était sur le rouge-orange pour Oppenheimer et ça fait écho, j'imagine, à la scène dont tu parles. Gauthier, sur Oppenheimer, moi je suis plus mitigé. Un peu mitigé, ouais, sur le film. C'est surtout au niveau du rythme et du montage que j'ai des problèmes. Vraiment, il y a très peu de scènes qui durent plus de 2 minutes. Et il y a un moment où j'étais vraiment essoufflé parce que ça s'enchaîne et il n'y a aucun moment où je peux vraiment respirer et réfléchir sur ce que je venais de voir. Il y a la fameuse scène que Florent parle qui est vraiment... Qui est peut-être la plus longue d'ailleurs. Qui est la plus longue et à raison parce qu'elle est vraiment assez impressionnante. C'est pas ma scène préférée du film. Moi, c'est plus tard, il fait un discours Oppenheimer où il a des visions que je trouve vraiment assez puissantes. Mais voilà, je suis un peu mitigé. Je trouve que, après, oui, Nolan sait tenir une caméra, tout ce que tu as dit à propos de l'IMAX, je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai quand même été un peu en dehors et très essoufflé à cause du rythme du film. Ok. Nino ? Ouais, moi je n'ai pas du tout ressenti le côté coup de poing dont tu parlais. Comme tu dis, on a vraiment l'impression que c'est monté comme une bande-annonce, mais pendant 3 heures, quoi. Mais le cinéma de Nolan, en général, c'est un peu ça aussi. C'est beaucoup d'entremêlements, tout ça, qui font que le rythme aussi est aussi effréné et que tu as l'impression que les scènes sont hyper courtes. Et c'est le cas, les scènes sont assez courtes. Mais du coup, je sais pas. Et en plus, c'est sûr que le dispositif est pas non plus hyper innovant. Et moi, j'ai eu un peu de mal à en ressentir les raisons, quoi. Et puis je sais pas. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à comprendre le personnage, en fait. Et pourtant, un film qui se centre pendant 3 heures autour de ce personnage, on devrait en attendre un peu, je trouve, qu'on comprenne ses motivations et tout. Mais là, je sais pas, il construit une bombe et après, il fait pourquoi ? Et puis après, c'est le procès et ça part sur d'autres problématiques qui, je trouve, sont pas intéressantes par rapport au fait qu'on parle de bombes atomiques et tout. Et ça n'a pas du tout abordé les sujets que j'aurais aimé que ça aborde au vu de la thématique. Tu referas un autre biopic sur Oppenheimer. C'est bon, tu vas te calmer. Ok, Jonathan, pour finir. Moi, je trouve que c'est un très très grand film et un des meilleurs films de Nolan. Pareil, j'avais été assez déçu par Tenet et justement par ce côté, comme tu disais, peut-être qui t'empêche de réfléchir. Et j'entends l'argument qui utilise ça pour Oppenheimer avec ce rythme effréné, mais le truc c'est que moi ça a fonctionné parce que le film m'a attrapé de la première jusqu'à la dernière minute sans me lâcher et je trouve que oui, en fait, même si c'est Interstellar, Inception, quand il y a des concepts de science-fiction, ça peut être très très bien aussi, mais là il gagne en simplicité et du coup je trouve qu'il a gagné aussi en puissance à la fois au niveau de sa narration, parce que je trouve ça extraordinaire d'avoir pris
la vie de cet homme quand même qui construit un truc qui a bouleversé les rapports des relations internationales pendant des années et après qui s'est peut-être rendu compte que c'était une erreur ou du moins en fait qu'il a été hanté par sa propre création et je trouve que ce point de vue-là est assez fabuleux et notamment appuyé par la scène des visions du discours patriotique après. Non, le film est jonché d'idées, je trouve assez pertinente et oui, il y a cette espèce de rythme qui te prend et qui te lâche pas, mais je trouve pas ça surfait en fait, parce que c'est vrai que oui, on prend peut-être pas le temps de réfléchir à la profondeur de certains trucs, mais je trouve quand même que moi je trouve que c'est vachement sensoriel en fait, oui. C'est pour ça tu ressens les choses, mais par le corps, pas forcément en pensant en fait, et c'est un peu ce qu'il voulait avec Tenet où il disait il y a rien à comprendre, faut juste ressentir. Oui. Bah là il le dit pas cette fois, mais ça marche mieux. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, et puis même je trouve que il y a cet aspect là de sensorialité, mais il y a aussi quand même un côté cérébral qui fonctionne, dont on comprend les motivations, on comprend les enjeux, on comprend la complexité. Et du coup, moi, je suis vraiment très ravi du film. Il m'a plu au-delà de mes propres espérances. Et pour moi, c'est un des plus grands films de l'année pour l'instant, et même de ce début de décennie. Voilà. Bon. Bah, je l'ai évoqué rapidement pendant ma chronique aussi. Pour notre première carte blanche de la saison, on va revenir sur le phénomène ciné et internet de l'été, Barbenheimer. C'était deux films totalement opposés. Un tout rose où on parle d'amour, de relations, un très sombre où on parle de bombes nucléaires. Il fallait opposer. Et en plus de ça, les acteurs des deux côtés sont très très connus. Ils ont une connaissance, ils seront déjà bien en vue. Il fallait opposer deux styles, deux salles, deux ambiances. C'était un jeu pour les internautes. Alors voilà comment Valentin Richardot, directeur de J'ai un pote dans la com, qualifie les deux films et tente d'expliquer ce phénomène. On va pas se le cacher, on l'avait vu venir, on parlait déjà de Barbie et Oppenheimer depuis qu'on savait que les deux films sortiraient le même jour, mais il faut dire que ce phénomène a quand même pris une grosse ampleur, des simples premiers détournements qu'il y a eu sur la toile, à même des questions philosophiques sur le fait de rendre cool la bombe atomique d'une certaine manière, et j'imagine que Nino, c'était ça aussi dont tu voulais peut-être parler, qui t'a déçu dans Oppenheimer, c'est le fait de peut-être moins parler du Japon ou quoi, je sais pas. Oui. Voilà. Je voulais déjà donc savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce phénomène-là, Barbenheimer. Phénomène juste marketing qui a servi les deux films, et en vrai je suis pas très étonné parce que même si tu disais ils sont assez proches, il y a quand même deux cibles complètement différentes, parce qu'on parle d'un film qui va viser public, quand même, tu parles, ouais. Qui va viser un public féminin plutôt jeune. Et Oppenheimer, quand même, film de procès qui va toucher une autre catégorie de personnes. Donc c'est pas étonnant que les deux films aient cartonné à ce point, parce qu'il y avait deux cibles. Et en fait, je pense qu'ils se sont mais il a cartonné à ce point, voilà, parce que les personnes qui sont allées voir l'un sont aussi allées voir l'autre. Du coup, il y a eu cet effet de marketing, mais ça a servi aux deux. Je pense que les deux s'en sont amusés. Et en vrai, je pense que Barbie, sans surprise, a dû dépenser bien plus en marketing que Oppenheimer. Et Oppenheimer, en fait, a juste à s'en frotter les mains, parce que je pense il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu là s'il n'avait pas été mis face à c'est assez réjouissant de se dire qu'un film de procès de 3 heures, un film historique qui d'habitude freine un peu aussi les gens, faut pas se mentir, arrive à avoir un succès, ça va même au-delà d'Interstellar et peut-être de Inception si je me trompe pas. Oui. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais après on est juste dans un cadre de publicité et de marketing, donc ça n'a pas grand chose à voir avec le ciné. Ouais, mais à la base quand il y a eu ce truc là qui est sorti, c'est plutôt les internautes qui ont commencé à mettre en avant le fait que ces deux films-là sortaient le même jour et que du coup ça faisait un truc un peu marrant. Et ensuite, c'est les studios qui ont réutilisé ça et qui ont eu la malice de le réutiliser. Mais ça démarre quand même d'un truc internet à la base. Et c'est ça qui est assez marrant à voir, que ça a vraiment eu un succès sur le long terme. C'est vrai. Mais moi je trouve que ça a quand même finalement tout à fait à voir avec le cinéma, parce que la résultante, c'est que les chiffres de fréquentation des salles en France ont retrouvé 19 millions d'entrées, ce qu'elles avaient perdu avant le Covid. On est retourné pas loin d'un des meilleurs mois de 2019 d'avant le Covid. Ça a dépassé 2019. Voilà, ça en plus, info complémentaire, merci Gauthier. Ça a dépassé 2019, donc en fait, ce phénomène, il y avait aussi le questionnement de lequel on doit aller voir en premier. Vous pensez que
dans quel ordre c'est mieux. Ça aussi, ça a entraîné les gens à les prendre comme un package. Logique de double programme et tout, c'est vrai. Et la résultante, c'est que le cinéma, il en ressort gagnant, le cinéma en France. Et puis même, je pense que c'est pas tout à fait le cas parce que c'est quand même, elle est marketée Palme d'Or, Anatomie d'une chute, mais en fait l'idée de retourner au cinéma, de se dire ah mais oui, il y a des films qui font événement, ça a été pris comme il y a un autre événement. La Palme d'Or, c'est aussi un événement, donc on va aussi le voir. Donc en fait, ça a quand même, je pense que ça a desservi Tom Cruise, mais en tout cas, ça a emporté pas mal de gens. Mais Tom Cruise aurait dû sortir son film le même jour aussi. Il aurait dû sortir le film le 19 juillet, comme ça, il y aurait eu un match à 3, et là, tu vois, ça... Non, il n'y aurait plus assez d'argent pour aller voir tous les films. Ça reste une très bonne nouvelle pour le cinéma, et j'avais vu aussi que ça faisait, je sais plus combien d'années, qu'il n'y avait pas eu un film qui n'était ni un préquel, ni une suite, ni une saga, bon, après Barbie, ça reste à mesurer. Barbie, voilà. Barbie, on peut le mesurer, mais sur Oppenheimer, en tout cas, c'est le cas, et du coup, ça reste des productions originales, donc je pense qu'on peut se réduire ça, d'autant plus qu'on a toujours ce discours de se dire, bon, ben, au bout d'un moment, on en a marre aussi avec les suites, avec les reboots, avec les remakes, et qu'on a envie aussi de l'originalité, et je pense que le public est assez intelligent pour l'accueillir quand le film est de qualité. Nino, je le vois, il fait la moue depuis tout à l'heure. On peut parler du Japon, j'avais noté, parce que c'est vrai qu'au Japon, par exemple, Oppenheimer, il est toujours pas sorti, et la Warner, elle a dû s'excuser aussi pour tous les montages qu'il y a eu sur Barbenheimer, parce qu'il y a eu beaucoup de tweets de gens au Japon qui comprennent pas ce truc-là, parce que c'est normal. Et du coup, en échange, ça a fait des blagues sur le 11 septembre, et je crois que les Américains, ça les a pas plu non plus. Mais ce que je trouvais intéressant avec le phénomène, c'est que c'est pas la première fois qu'on a un phénomène comme ça d'un film qui va sortir et d'avoir toute plein de mèmes et tout avant sa sortie. Avant, on a eu Moebius, puis Les Mignons 2, et là pour le coup ça a vraiment pris, parce que Moebius, en fait, on faisait des blagues et tout, mais personne ne voulait le voir. Bon, Les Mignons 2, je sais pas si beaucoup sont allés le voir en étant très sérieux, mais là, Barbie, moi, la séance à laquelle je suis allé, je sais pas vous comment c'était. C'était rempli. C'était rempli, ouais. Moi, il y avait la queue devant le Gaumont Comédie qui faisait, je sais pas, genre 10-15 mètres. Vraiment une très très longue queue avec plein de gens habillés en rose et tout le monde jouait le jeu, et c'était vraiment c'était un vrai événement de cinéma comme il y en a assez rarement. Moi j'étais allé avec un gros groupe de potes, on était tous en tenue et tout, on voyait des gens dans la rue, on se disait eux aussi ils vont voir Barbie, et puis dans la salle il y avait vraiment une ambiance. C'est un phénomène qui a pris pas mal international, parce que moi du coup je l'ai vu au Mexique, Barbie, et c'était exactement ça, la salle était pleine, tout le monde était habillé en rose, il y avait une espèce de d'émulation collective, et j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est contaminé un peu partout dans le monde. Et on sait pourquoi le séducteur est allé voir Barbie au Mexique comme ça. On sait pourquoi. Et pour le coup, je pense que... de mon point de vue, après, vous avez les chiffres ou pas des deux films? Oppenheimer, c'est plus de 4 milliards. En termes d'argent? Ouais. Ouais, Barbie a dépassé le milliard, comme tu dis. C'est le premier film d'ailleurs réalisé juste par une femme qui dépasse le milliard. Et Nolan, presque 900 millions. Ouais, presque 900 millions. Parce que, de mon point de vue, j'ai l'impression que le phénomène avait eu beaucoup plus d'impact sur Barbie, parce que comme je disais, il y avait tout ce phénomène autour d'aller voir ce film et d'y aller entre amis et d'avoir vraiment toute cette énergie. Mais Oppenheimer, on y allait tous avec le chapeau et tout, c'était trop bien. Et tous une bombe atomique. Oppenheimer, par contre, je me pose beaucoup plus la question de comment est-ce que ça... Après, du coup, si vous me dites que ça a beaucoup plus marché qu'Interstellar, ça m'étonne, mais j'ai l'impression que juste le nom de Nolan a peut-être pu... rassembler beaucoup plus de mais monde. Tenet, bon après c'était un cas particulier parce que c'était juste après le Covid, mais Dunkerque à ce moment-là, là il y avait aucune raison, même s'il y avait moins d'acteurs connus, mais il y avait Harry Styles par exemple, ça pouvait faire amener des gens, tout ça, et pourtant ça n'a pas eu un impact aussi important que Oppenheimer. Les noms des réals commencent à se perdre, enfin de vendre sur le nom d'un réal, ça commence quand même pas mal à se perdre. Nolan et Tarantino, c'est peut-être les deux
personne qui arrive, je pense, à aussi amasser autant de gens. Je pense que des jeunes générations, du coup, la classique. Par ce phénomène, des plus jeunes générations sont allés voir Nolan alors qu'ils ont peut-être pas trop d'idées de qui est Nolan. Est-ce qu'ils associent vraiment Interstellar et Nolan? Je suis pas sûr du tout. Batman aussi, Nolan. Ouais, tu vois. quand même oui, Nolan, mais là ça commence à dater un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Il l'associe pas forcément. Non, je pense que Nolan, c'est quand même aujourd'hui le réalisateur que la plupart des lycéens connaissent. On te demande un lycéen n'importe, c'est le moins réalisateur. Je pense que pour faire un peu le mec, tu vas dire Nolan. Ouais, la plupart c'est Nolan, je pense, parce que c'est une bonne porte d'entrée pour un cinéma à la fois blockbuster et d'auteur. Et du coup, il y en a beaucoup, ils se reconnaissent là-dedans. Moi, au lycée, je disais Louis Malle, tu vois. En plus, je pense que. Enfin, je pense pas qu'il y a des gens qui sont allés voir Oppenheimer pour le délire, quoi, parce que c'est quand même 3 heures de biopic. Je pense que c'est pas impossible. Je pense que pour se dire, genre, on a vu, voilà, Barbenheimer, on l'a vu en entier, tu vois. Oui, non, moi, je pense que si. Bon, moi j'ai une petite info sympa sur laquelle je veux finir. En France, j'ai vu qu'il y avait Bernadette et l'abbé Pierre qui ont sorti. On peut peut-être essayer de faire un hashtag. Un Bernadette Pierre. On le lance ce soir, le hashtag Bernadette Pierre. En plus, la fiche de Bernadette est rose. Mais ils sortent en même temps? Je crois qu'il sortait à peut-être une semaine d'intervalle. Je vais vérifier ça. Va falloir changer ça. Bon, en tout cas, moi je voulais juste vous finir par une petite info comme ça. Il va vraiment avoir un projet de film, Barbenheimer. Voilà. Oui, j'ai vu ça. C'est une grosse série B de merde produite par Full Moon Features. Et regardez, alors pour ceux qui sont sur la vidéo, regardez l'affiche et regardez la tagline en haut. Voilà, D-Cup et bombe. Ça veut tout dire. C'est des jeux, c'est pas, ils font pas des rip-off et tout, mais tu vois, c'est ce genre de boîte de production. Toi qui aimes bien le cinéma alternatif comme ça, vas-y, va te mettre dessus. Mais par contre, si ce film sort au cinéma, je pense pas. Non, je pense pas. Non, mais il peut avoir un succès. Il peut avoir quand même un petit événement autour de ce film. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je crois que c'est Oppenheimer qui construit les Barbie et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est un truc comme ça. Et je me rappelle plus de la suite du pitch, mais à voir. On a très hâte. Bon, il y a certains autres films qui nous ont plu cet été et on voudrait aussi un petit peu en parler. Donc c'est parti pour le speed noting. On va remonter à la fin du mois de juin parce que c'est à partir de là qu'on ne s'est plus revu. Le 28 juin, il y avait le dernier Indiana Jones qui est sorti de James Mangold. Rapidement, qui a aimé, qui n'a pas aimé, qui a aimé? Moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça sympa. Ça va, cool. Ça va. Pareil que Florent, c'est sympa, cool. Pas vu pour Nino. Ok. C'est du speed. Ah ouais, c'est du speed. C'est genre, est-ce que tu veux y aller ou pas? Sauf si t'as un truc un peu intéressant à dire. Mais là, vas-y, pas le time. Tu voulais nous parler de How to Save a Dead Friend, Nino? Ouais, super documentaire que j'ai découvert, je crois, au Cinémed. Et qui est vraiment très très impactant parce que bon, ça parle de sujets assez durs de dépression, d'addiction et tout, et en plus ça se passe en Russie, donc c'est vraiment un film dur à voir, mais c'est un super documentaire. Très très bien, ouais. Le 12 juillet, donc il y a eu la première partie des dernières aventures d'Ethan Hunt, Mission Impossible Dead Reckoning, Reckoning de Christopher McQuarrie, qui l'a vu. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouve ça très bien et je trouve que les Missions Impossibles de McQuarrie sont les meilleures de la saga, et enfin selon moi, mais j'ai hâte de voir la suite et je trouve qu'il y a un jeu avec le spectateur qui devient vraiment jouissif à découvrir. Gauthier, petite perte de vitesse pour moi pour celui-là. Par rapport à Fallout. Ouais. Du coup, j'ai quand même hâte de voir la suite, mais un peu déçu. Pareil, exactement pareil, en dessous du dernier, mais en attente de voir la suite. C'est prévu pour l'année prochaine, mais bon, avec la grève des acteurs, des scénaristes, Inch'Allah. La semaine d'après, c'était donc Barbie. On en a parlé vite fait dans la carte blanche, mais est-ce que vous avez aimé vos Barbie de Greta Gerwig? Moi, je trouve ça très réussi aussi. J'ai l'impression d'avoir aimé tous les films. Parce qu'on a dit qu'on parlait plutôt des films qu'on a aimés. J'en parlais en off avec Laetitia avant le début de l'émission. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi pour le féminisme parce que c'est pas très poussé. Non, bien sûr. Mais je trouve que justement, dans l'exercice un peu bâtard de faire un film très très populaire, je trouve qu'elle a jonglé intelligemment entre à la
fois un film d'auteur, une vraie comédie populaire et un film aussi avec un discours féministe qui fait trembler toute la réax, la fachosphère et les réacs. Mais si je me dis si ça les fait trembler à ce point, c'est que ça a touché. Il faut y aller au bout d'un moment, quoi, parce que mais franchement, si ça les fait trembler. Je trouve que c'est une très bonne comédie américaine avec vraiment des idées comiques vraiment très intelligentes. Moi, je trouve que c'est un peu trop la grande aventure Lego par moment. Je trouve que c'est le même scénario un peu. Ah oui, c'est pareil. Ouais, il y a de l'idée, ouais. Moi, je trouvais ça sympa et puis assez drôle, mais après, c'est un peu toutes les contradictions du film, moi, qui m'ont vraiment interrogé. Voilà, parce que c'est le discours. C'est un film de gros studio, tout ça. Est-ce que Hollywood serait cynique? Mais est-ce que c'est pas là qu'on aime aussi Hollywood quand il se fout un peu de sa gueule entre guillemets quand Hollywood se regarde un peu comme ça, c'est aussi là où, où on apprécie. De la gueule de Mattel, c'est produit par Mattel, donc il y a quelque chose qui va pas. Mais pourquoi pas? Je vais dire pas mal, pas fou. Je vais me mettre en middle. Meilleure scène, discussion avec une dame sur un banc. Ça, c'est la qui devait être coupée au montage. Ouais, en plus, j'ai appris ça, grande scène du film. Gauthier? Assez mitigé comme Florent. Ok. Je passe. Y a eu vous avez vu genre Gran Turismo, les Tortues Ninja, des trucs comme ça? J'ai vu les Tortues Ninja. Gran Turismo, c'était pas si mal que ça en vrai. Ah voilà, juste comme ça. Ouais, Tortues Ninja. Pas incroyable, il y a un vrai travail sur l'animation qui pourrait renvoyer un peu à ce que fait Sony avec Spider-Man. Ouais. Mais je trouve que le scénario est vraiment pas très intéressant. Ouais. Il y avait Fermer les yeux, tu voulais en parler? Oui, de Victor Erice, cinéaste espagnol, qui a attendu je sais plus combien d'années avant de sortir ce film-là. Il y a plus de 30 ans, je crois. Oui, c'est ça. Qui est un très beau film sur la mémoire, sur les capsules temporelles, sur l'amour du cinéma, la nostalgie. Est-ce que justement le cinéma peut véhiculer justement comme capsule temporelle. Donc il y a un rapport au temps et à l'image qui est assez bouleversant. Voilà, et ça dure 3 heures, donc encore un. Donc là, encore un truc bien long. Sabotage aussi, tu voulais parler de ça, Nino. Ouais, ça, le film qui était interdit, c'est ça à la base. Non, c'était pas ça. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est peut-être le livre qui a été interdit. Je sais plus, mais c'est un film vraiment très intéressant. J'étais content de voir qu'un tel film pouvait exister, parce que du coup, c'est quand même l'adaptation d'un essai politique qui parle de comment est-ce qu'on se bat pour l'écologie et comment on se bat réellement. Quoi. Le titre est plus parlant en anglais, hein, c'est How to Blow Up a Pipeline. Voilà. Et du coup, on a un film qui est vraiment, je trouve, un film d'action, mais qui en même temps laisse à réfléchir avec des personnages vraiment intéressants, et c'est vraiment bien rythmé. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir voir des films comme ça. Okay. Le 23 août, il y a eu Hypnotique de Robert Rodriguez. Il y en a qui ont vu ça. Toi, tu l'as vu, ouais. Je l'ai vu. On parlait de flop tout à l'heure. Hypnotique. Ça, c'est quand même. Tu m'avais dit, Nino. Et... Je l'ai vu en séance de minuit. J'ai passé un moment incroyable. J'étais nul, pendant tout le. Non, c'est pas nul. Non, moi, pendant tout le film, je souriais, je jubilais. C'était. J'ai l'impression d'avoir vu un film déjà vieux. C'est un film qui serait sorti dans les années 2000, ça passait, mais le film fait vraiment 13 années 2000, comme les films que Rodriguez. Mais moi, ça m'a vraiment plu. Moi, j'aime bien Rodriguez parce que il a des idées, il va au bout de ses idées, même si c'est un peu branlant, mais. Il n'y en a pas beaucoup qui vont. En plus, il faut rester vraiment jusqu'au bout, quoi. Il y a une scène post-générique. Qui est exceptionnelle. Non, mais vraiment, premier degré, c'est débile, mais ça m'a vraiment. Okay. Super Bourré de Bastien Miot qui est sorti le 30 août. Vas-y, Gauthier. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un petit coup de cœur qui parle de la mélancolie, de la fin un peu de l'adolescence, et sur comment accepter de vouloir tourner la page d'une époque. Oui, c'est un espèce de mélange de super grave avec les beaux gosses de Satouf et un peu l'esprit de Judd Apatow à la sauce française. Et oui, il y a un rapport à la mélancolie, mais aussi un rapport au terroir, à
la ruralité française, voilà, je cherchais le mot, que je trouve assez intéressant aussi sur la part des territoires. Et non, c'est très drôle, c'est très bête, c'est très léger, mais il y a quand même aussi un fond assez joli. Hein. Il y a Vincent Moscato dans le film, et il y a Jean Lassalle. Il y a Jean Lassalle, c'est le gros point fort. Ouais. Si Jean Lassalle est un gros point fort. Non. Il joue pas très bien. Ouais, aussi. Et accusé de viol. Oui, aussi. C'est pour ça que je disais ça, bien sûr. Mais parlons de Moscato qui est vraiment très drôle dans le film. Ouais. Sentinelle, on finit par ça. Oui, de Hugo Benamozig et David Caviglioli, qui étaient déjà auteurs sur Le Flambeau. Donc là, c'est une leçon de tempo comique. C'est Jonathan Cohen. C'est Jonathan Cohen à son meilleur. J'ai beaucoup ri. Duo avec Raphaël Quenard, Jonathan Cohen et Raphaël Quenard en duo dans un film, c'est forcément validé. C'est au-dessus c'est au-dessus. C'est pas un immense film, ça va. Non. Mais c'est en termes de comique, c'est au-dessus de bien des comédies qui sortent. Parce qu'il y a des idées radicales que je trouve vraiment hilarantes et un tempo comique, tu disais. Après, j'ai un petit peu peur, à force, si Jonathan Cohen s'enferme là-dedans, d'un peu de lassitude, d'écœurement. Ça marque à chaque fois. Oui, mais justement, je trouve que là, il est justement pas en train de s'enfermer parce qu'il tourne dans plein d'univers différents, plein de réalisateurs, et donc là, ça fait plaisir de le retrouver dans cet univers-là. Moi, ça m'a plu le film. J'ai trouvé ça drôle, c'est juste que je trouve que dans chaque scène, je trouve que les blagues sont parfois un peu trop étirées, et c'est pour ça que je te dis que moi le rythme, je trouve il est pas nickel. Le rythme étiré, c'est aussi un peu la sauce Jonathan Cohen. Oui, mais là, c'est genre il y a des trucs. Pourtant, j'adore tout ce qui est absurde et tout. Je trouve que moi, je trouve personnellement que c'est mal rythmé, qu'il y aurait des trucs qui ça pourrait gagner en fait en rythmique, et pour que ça marche mieux et pour que les blagues marche mieux, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et d'ailleurs, dans ta critique que tu avais faite, Jonathan, j'avais cru que tu parlais de ça. Par rapport à quoi? Sur Sentinelle. Oui. Parce que je lis tes critiques, mec. Attends, mais j'ai pas écrit de critiques sur Sentinelle. Si, t'as écrit des critiques sur Sentinelle. Ah si, pardon, oui, non. Bah voilà. Le gars, il sait même pas, je connais mieux, je vais faire ta biographie. C'était pas une critique, c'était oui, ton petit commentaire, voilà. Mais oui. Non. Mais donc tu parlais pas de ça. Eh ben je vais me faire foutre. Jetons maintenant un dernier regard au film de l'été, mais cette fois-ci en s'amusant avec le quiz présenté par Nino. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Nino, à toi. Salut, j'ai la pression là parce que j'ai vraiment l'ombre de Marie qui passe au-dessus de moi. C'est la première fois que je présente un quiz, j'ai peur. Alors pour les équipes, on aura Simon et Gauthier avec il n'a même pas respecté en plus. Simon en chef d'équipe, et elle a écrit Joe. Et Florence avec Joe en chef d'équipe. Il s'appelle Joël. Et on commence du coup comme d'habitude par il faut deviner le titre de ce quiz, qui est un jeu de mots avec un des titres de la semaine, quoi. Un des films de la semaine. Toi tu as vu le titre. Un des 4 films qu'on a parmi les 4 films qu'on a chroniqués. Donc John Ride, Anatomie d'une chute, Oppenheimer et Yannick. Allez, Gauthier. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Anatomie d'un quiz. J'ai la même idée, mais. Ouais, alors tu peux dire la même idée. Tu peux dire la même idée, Gauthier. Bon, on peut dire ça. Non, mais moi ça me va. Ouais, Anatomie d'un quiz. C'est facile. Bravo aux deux équipes, puisque vous gagnez toutes les deux. C'était Anatomie d'un quiz. On commence avec musique de film. Dans quelle œuvre entend-on cette musique? Et attention, j'ai une réponse précise. C'est quoi ça? Ça me dit un truc, ouais. Fou, hein. C'est Indiana Jones et le Temple maudit. Non. Indiana Jones c'est la dernière croisade. Indiana Jones c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Alors pour vous aider, c'est une ressortie de l'été. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Non. Une ressortie de l'été?
Mais attends, c'est quoi Le Seigneur des Anneaux? C'est une honte. Le retour du roi. Non, la communauté de le retour du roi. Ah, putain, je l'ai dit en fait déjà le retour du roi. Je disais, ça sonnait le Seigneur des Anneaux. J'ai vu le Seigneur des Anneaux ce week-end et j'ai pas trouvé ça. Et non, c'était les 2 tours. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi les propositions. Malgré son petit échec, Indiana Jones et le cadran de la destinée se classent en 2e position du nombre d'entrées de la saga. En France? Dans le monde. J'en ai aucune Dans le monde? Non, je crois pas. Ou en France? Ça veut dire beaucoup de choses. Dans le monde? Moi je dirais faux. Faux, ouais. Je pense pas. Mais peut-être qu'avec le. Non. Si c'est un nombre d'entrées, en France en tout cas, c'est faux. Faux. Eh bien, en effet, c'est le pire box-office de la saga. Alors que c'est le plus gros budget. Dommage. Le plus long film inédit, pas une ressortie, sorti en salle cet été, est Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que c'est vrai. Parce que je sais qu'il y a un paquet de films de 3 heures qui est sorti, mais il me semble que c'est celui où je me suis dit c'est vraiment le plus long. C'est vrai. En or, eh bien, en effet, le film dure 3h17. On rappelle qu'il a remporté à Cannes le prix d'interprétation féminine pour Merve Dizdar. Ça fait combien les scores? De quoi? Ça fait combien les scores? Les scores, on est à 4-3. Non mais je les vois voir en régie, mais c'est juste je voulais voir si Nino y suivait. J'ai pas regardé en plus. 4-3, ok. Leila Bekti et Léa Seydoux ont toutes les deux sorti un film sur Disney Plus cet été. Wow. C'est vrai. Attends. J'avais pas entendu parler. Leila Bekti, Léa Seydoux? Ouais. J'avais pas entendu parler. On me dit en bois. En bois aussi. En bois. Eh bien, encore une fois, bravo à vous. Mais on a bien suivi l'actualité. Par contre, Alban Lenoir et François Civil-Louis, je sais pas pourquoi il y a cette précision, mais voilà, sachez-le. C'était pour les mettre en opposition, je pensais, voilà, tout simplement. Ça se voit que du coup, tu le dis bien que tu n'as pas écrit le quiz. Quoi, non, j'ai pas ça. Voilà. Il faut créditer Marie quand même. Oui. De là où elle nous écoute. De là-haut. On passe au qui a dit. Question de rapidité là. Question de rapidité. Faut que je fasse l'imitation et tout. William Friedkin était mon premier ami parmi les cinéastes de ma génération et je pleure la perte du compagnon très aimé. Sa personnalité adorable et irascible cachait un beau. Coppola, ouais, Francis Ford Coppola. Oui, c'est Coppola. C'est toi qui l'as dit. Bien joué. 6-4. Premier set. 6-4. Vamos. Là, John Watson, Sherlock Holmes et Enola Holmes. Ouais, en fait, t'es pas obligé de le dire normalement les trois. Tu dis juste un. Ouais, tu dis Sherlock Holmes. Ah, d'accord, mais je pensais que c'est parce que c'était un choix multiple, donc il fallait dire. Ah, choix multiple, c'est Watson, je crois, dans mes souvenirs. Bon, bah, disons Watson alors. Ouais. Donc, question à choix multiple, vous gagnez 4 points si vous êtes la seule équipe à trouver la bonne réponse et 2 si les deux équipes choisissent la bonne réponse. Ok. L'été a été marqué par la montée en puissance de la grève à Hollywood. Lequel de ces événements en lien avec la grève est faux? Spielberg fait un don de 1,5 million de dollars au syndicat. Universal a dû payer une amende car ils sont accusés d'avoir élagué des arbres pour gêner les manifestants. Les restaurateurs spécialisés des plateaux de tournage ont viré 60% de leurs salariés. Et le cinéma sud-coréen a suivi la grève américaine mais contre la plateforme Netflix. Donc lequel est faux parmi ces 4 propositions-là? Si tu penses avoir la réponse, ça aurait dit pas trop sinon. Ouais. Toi tu dirais... Moi je pense que peut-être les Coréens, je crois qu'il y avait un truc avec les Coréens où ils voulaient pas suivre ou je sais pas quoi au début. C'est quoi la troisième? Les restaurateurs spécialisés des plateaux de tournage ont viré 60% et la deuxième salariés. Allez, élaguer les... Universal qui a dû payer une amende. On dit la 4. On tente? Ouais. Ou pas? Ouais, les Coréens. Donc les Sud-Coréens pour vous et vous? Et la 2. La 2, donc Universal qui a... Gauthier m'a dit qu'il était sûr. Ouais, ça c'est vrai. Eh bien, vous avez tous les deux faux, puisque c'était les restaurateurs spécialisés qui n'ont pas viré en masse leurs employés. On aurait pu les niquer. Mais Universal a bien élagué des arbres. C'est de ma faute. C'est pas possible. Stylé. Bonne ambiance. On passe au Bolsonaro, quiz, spécial, bien sûr, avec l'événement de l'été Barbenheimer. C'est un quiz Margot Robbie et Kylian Murphy. Elle a gagné en puissance, là, Nino. Ça y est. Alors, qui c'est celle-là? Donc, je vous donne le personnage d'un. Tu nous as dit c'est Margot Robbie et Kylian Murphy. Kylian Murphy, les deux. Kylian. Oui, je sais. Ouais, apparemment c'est Kylian. On va partir mais bon, toi, tu dis bien Simon, donc voilà.
Excuse-moi, je suis désolé. T'inquiète. Donc, qui c'est celle-là? Je vous donne un personnage et vous me dites dans quel film ce personnage est. Sharon Tate. Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que c'est là. Ouais, il a galéré. J'ai ramé. Il a dit est-ce que ça compte? Bah oui, tout le monde l'avait. De Quentin Tarantino. Allez, je rajoute des. Sorti en 2019. Ouais. Voilà. Avec Brad Pitt, avec Leonardo DiCaprio, c'est bon. Sorti le 9. Mais du coup, tu leur donnes le point à eux. Putain. Oui, je leur donne le point à eux. Une réplique, un film. Donc maintenant, on peut faire et avoir des points. Ok, on va faire un coaching, on fait ça. Il a terminé avant toi. Les joueurs sont prêts, s'il vous plaît. Once Upon a Time in Hollywood. Silence, les joueurs Une réplique, un film, question de rapidité. De quel film est-ce la bande-annonce? There's no hiding from this sun. Dunkerque. Oui. Bien joué. Oh là là. C'est chaud. Just us. The call went out. Il faut qu'on rattrape là, allez. To answer, you know. Tu peux enchaîner, on va te faire. En régie, ils couperont la bande-annonce, ok. ils savent faire, ils connaissent. Pas de soucis. On passe alors au résumé raté. Donc, je vais vous faire un résumé raté. Ah ouais. Ça porte bien son nom. Quand notre animal de compagnie est Dumbo, on peut être considéré comme marginal. Mais finalement, Manu, le héros de ce film, est un mec normal. Babylone. Bien joué, l'éléphant, bien joué au début. Gauthier, il est bon, il était pas raté en fait, le résumé. Il était parfait pour Gauthier. Il y a écrit Simon et Nino sur la vidéo. Voilà. Ah ouais, j'ai été remplacé. C'est pas moi, hein. Si c'est moi. Allez Simon, allez. Gauthier, je l'ai négligé quoi. Okay, le jeu des synonymes, question de rapidité. Le principe est simple, vous remplacez. Pardon, il y a écrit vous remplaçons tous les mots d'un titre de film par des synonymes et vous devez retrouver le titre original. Exemple, la direction d'une soirée, le sens de la fête. Dans l'organe vital d'une immense étendue d'eau. Au cœur de l'océan. Oui. Avec Cillian Murphy. Grand film de Ron Howard. Oh là là. Pour les points, on est à 8-6. C'est 8-6. Ouais, 8-6. C'est bête de faire des petites barres parce que du coup, c'est en fait, tu dois écrire les chiffres plutôt. C'est plus simple. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pas bête, merci. Un peu d'intelligence pour son premier quiz. 6-8, voilà. Non, mais il apprend sur le tas, c'est bien. Alors, merci le Québec. Donc, je vous donne un titre québécois. Il me faut me donner le titre on joue pas, original, Flo. On les a vus. Français. Ah oui, on les a vus. Mais non, j'en ai vu qu'un moi, mais pour être honnête. Il y en a deux. Focus. Ouais, ça je crois. Ouais. Mais du coup, je sais pas. Mais je pense qu'en vrai, on l'aurait eu. C'est Focus. Ouais. Pour rappel, c'est un film avec Margot Robbie ou Cillian Murphy. Mais vous pouvez dire Focus en vrai. Mais je sais pas si on l'ait fait du coup. Ah mais oui, c'est Focus. C'est Focus. C'est Focus, oui. Ah, attends, c'est Diversion. C'est Diversion avec Will Smith. Du coup, mais non, mais en vrai, normalement, ça compte aussi de dire le titre en anglais. Focus, c'est Focus. En Angleterre, c'est Focus le titre. Vrai. Bah, aux États-Unis, c'est Focus. Okay. Mais ça, Marie, elle te l'a pas dit, je pense. Non, il m'a pas dit. Diversion. Bah du coup, on s'en bat les couilles, on passe pas, on met pas de points pour cela. Voilà. La deuxième, tu l'as vu ou pas? Non, j'avais vu Diversion. Non, j'ai pas vu la deuxième. Ok, les derniers rayons du soleil. Celui-là, j'aime bien. En plus, il est un peu poétique. Sunshine. Ah ouais, putain. Poétique, mais très premier degré. J'allais dire. Qui il est rapide. Ouais. Bah ouais. Et alors? J'avais jamais dit avant l'émission que c'était voilà. Alors on passe à Sacré Film. Je vais vous donner à chaque équipe une liste et il va falloir me dire parmi ces films si c'est un film avec Margot Robbie ou avec Cillian Murphy. Ok. Donc on va commencer par vous. Ok. C'est vous deux en même temps ou C'est toi qui décides. C'est moi qui gère. Ok. C'est ouais. Souvent je crois qu'ils font nous deux en même temps. Ok. Mais... il était temps. C'est Cillian Murphy. Ouais. Je l'ai moi s'il faut. Non mais non, c'est chacun son tour. Arrête de Non mais écoute, c'est pas grave. Cillian Murphy. Oui. Non. Ah. Pierre Lapin. Là c'est Cillian Murphy là c'est un film britannique et Philippe tout. Cillian Murphy. Non. Allez, mais il nous a mis les plus durs. Je suis sûr ils vont avoir des trucs tout pétés là. The Edge of Love. Oh là. Cillian Murphy. Barbie. Cillian Murphy. Ouais, vas-y. Cillian Murphy. Oui. C'est comme les QCM. Tu dis tout la même réponse, t'es sûr de. Disco Pigs. Waouh. Tu vois, ils ont sorti des trucs. Je suis sûr c'est Cillian Murphy aussi. Ils ont fait 2-2. C'est genre court-métrage étudiant. Bah votre stratégie a payé à moitié puisque c'était bien lui, donc vous avez remporté 2 points. Mais regarde, eux ils vont avoir les trucs les plus... Inception. Regarde, alors Oppenheim.
Non, c'est pas ça. Les survivants. Facile, je l'ai, celui-là. Margot Robbie. Facile, voilà, ça aussi. Intermission. Les gars, pense vous l'avez que pas vu. c'est de Cillian Murphy. Allez, Cillian Murphy. Oui. Je suis. Ils font du 1 sur 2. Terminal. Le film de Spielberg? J'ai pas. Non, je pense sinon il y aurait écrit le Terminal. Ouais, mais du Juste coup, Terminal. Terminal. Bah, Terminal, c'est avec. Moi, j'avoue que c'est dur quand même pour ça. Allez, oui, c'est avec Cillian Murphy. Non, c'était Margot Robbie. Bah oui. C'est parti. Cillian Murphy. Ouais. Ouais. Mais ils en avaient 2 sur 4 qui étaient très simples, je trouve. Oh. Allez, c'est bon. Ça rage beaucoup, hein. Et vous avez un bonus si vous trouvez les notes sens critique de ces films. Donc pour vous, c'est Barbie. Ah, de Barbie. C'est à 0,3 points près. Ok. Je le Barbie, sais. ça doit être 6.8, un truc comme ça, peut-être. Est-ce que je peux le dire ou pas, moi? Attends, mais non, arrête, tu vois, et le gars, après, il je mets la pression. Oppenheimer, vous pouvez déjà réfléchir. Oppenheimer, je l'ai en plus. 0,3 près? Ouais. Donc 6.8, je trouve c'est bien parce qu'on est. Ouais, ça sonne bien. 6.8 6.8. Non, c'était 6.3. Ah non, c'est descendu à 3? Ouais. Et vous, allez, Oppenheimer, Oppenheimer, je crois que c'est 7.2. Je te suis, on n'a aucune idée. Ouais, bien joué. C'est 7.2 pile poil. Ça sert pas ces journées de sens critique. Allez, ils vont bien nous niquer. 13-8. C'est loin d'être Allez. fini. Sinon, c'est 4 points maintenant à la fin, donc c'est bientôt fini. Alors, pas tourné avec lesquels de ces réels ni Margot Robbie ni Cillian Murphy n'a tourné. Martin Scorsese, Greta Gerwig, James Wan, John Krasinski et Luc Besson. Ah, on a les... Ok. En gros, les deux, ils n'ont jamais tourné avec aucun des deux. Aucun des deux. Bon, c'est assez simple normalement. James Wan au milieu. Ouais. T'hésites entre quoi et quoi? J'en ai aucune idée. Moi, je l'ai en si, fait. Il y en a que j'élimine facilement, mais. Moi, j'ai la réponse, donc. Je crois que j'ai la réponse aussi. Bah, allez-y. Vas-y, je t'en prie. Je crois que c'est James Wan. C'est James Wan, ouais. James Wan aussi. C'est sûr. Eh bien, c'était bien James Wan. Puisque Martin Scorsese, le loup de Wall Street, Greta Gerwig, Barbie, John Krasinski, Sans un bruit 2 et Luc Besson, Anna. Ah oui, je suis un débile. Si vous saviez ce qui se passait dans ma tête, j'étais en mode attends, Greta Gerwig. Je promis, c'est celle sur laquelle j'hésitais. Je faisais attends. Top. Alors, le casting, je vais vous dire un casting et question de rapidité. Il va falloir me dire c'est quel film avec Margot Robbie ou Cillian Murphy. Ok. Luke Mably, Richie Arnett, Stuart McCary, Noah Huntley, Christopher Eccleston. 28 jours plus tard. Oui, bien joué avec Cillian Murphy. Oh putain. Musique de film maintenant. Question de rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette musique? 1, 2, 3. Inside Llewyn Davis? Non, bah non, ils sont pas dedans en fait. Non. C'est très récent. C'est un truc récent, ça. Ouais. Barbie? Pas très récent. Non. Très récent de cette année? De cette année. Babylone? Non. C'est avec Margot Robbie en effet. Qu'est-ce qu'elle a sorti cette année? Un film qui est passé à Cannes. Ah oui, Asteroid City. Oui. Ah mais oui, mais bien sûr. Oh là là, quel échec. Là, je me disais, on le connaît ça. C'était dans la dernière émission d'ailleurs de l'année, c'était Asteroid City, voilà, ça fait le lien. Et enfin, le duel time, un duel au sommet entre les chefs d'équipe qui peut coûter cher. Et nouvelle formule pour ce duel time. Un des membres de chaque équipe va parier sur son capitaine. Ah non, c'est pas nouveau. En fait, ne lis pas ce qui est écrit. C'est vrai ? C'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. Et le pari, mais c'est... Le pari, ça a toujours... En fait, normalement, ça a toujours été comme ça, mais il ne le faisait pas. Mais vas-y, tu peux le mettre en place. On le fait alors ? Allez, on le fait. Donc du coup, vous avez parié sur votre chef d'équipe, donc 1 point, 2 points, 4 points ou 6 points. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'on le faisait plus, parce que c'était débile. C'est débile, parce que par contre, ça peut être Gauthier qui choisit mon thème, ou plutôt Florent qui choisit le thème de Jonathan. Non, mais non, on fait comme classique. Ouais, on arrête de changer l'émission comme ça. Ouais, moi, donne les deux sujets. Vraiment juste un nouveau truc. Non, à la base c'était comme ça, mais ça a été abandonné parce qu'en fait tout le monde prenait les points max. Voilà, tout simplement. C'est logique. Parce qu'on est joueur. Voilà. Donc les deux thèmes pour Jonathan.
Bon, bah, du coup, vous. C'est quoi les deux thèmes? Les thèmes, c'est commun ou pas commun. Génial. Yes. Tu choisis quoi? Là, t'es tout seul. T'es tout seul pour répondre. Eh ben, commun. Très bien. Quel est le point commun entre Margot Robbie et Cillian Murphy? Ils n'ont jamais tourné dans une Palme d'Or. Ils viennent tous les deux du Royaume-Uni. Ils ne sont jamais apparus dans un Marvel où ils ont commencé leur carrière dans le cinéma en étant mineurs. Ils n'ont jamais tourné dans un Marvel. Très bien. Et donc vous, du coup, ça sera pas commun. Lequel de ces acteurs ou actrices n'a jamais tourné aux côtés de Margot Robbie et de Cillian Murphy? Attention, ils peuvent avoir tourné avec seulement les deux. John David Washington. Ah, d'accord. Nicole Kidman, Christian Bale ou Leonardo DiCaprio. Alors, redis-moi la question, c'est... Lequel de ces acteurs ou actrices n'a jamais tourné aux côtés de Margot Robbie et de Cillian Murphy? Donc, faut qu'ils aient tourné avec les deux? Ouais, dans des films différents. Ok. Lequel de ces acteurs n'a pas tourné avec les deux? Arrête de toi, je vois plus le dernier, c'est DiCaprio, ok, c'est pas lui, facile, lui il a tourné avec les deux. Christian Bale, il a tourné avec les deux. John David Washington aussi, puisque c'est dans le même film que Christian Bale. Donc Nicole Kidman. Nicole Kidman, ok. J'ai pas compris la question si j'ai pas la bonne réponse. Vas-y. Bah du coup on va commencer par ouais. toi. Je pense que c'est Nicole Kidman. Donc Christian Bale, il a joué avec Murphy dans la saga Batman et dans The Big Shot. De quoi? Et Amsterdam aussi. Il y a Margot Robbie. Mais pour Margot Robbie. Là pour l'instant il disait Cillian Murphy, non? Je parlais de Christian Bale. Ah, de Christian Bale, oui. Et The Big Short pour Margot Robbie. DiCaprio, il a joué dans Inception avec Murphy et dans Le Loup de Wall Street avec Margot Robbie. Et Nicole Kidman, elle a joué dans Retour à Cold Mountain avec Murphy et Scandale pour Robbie. Alors que John David Washington n'a joué que dans Amsterdam pour Margot. En fait, j'ai mis après Margot Robbie avec John David Washington et Christian Bale. Je me suis revautré. Attendez, mais je crois que c'est faux. Parce que John David Washington a tourné dans Amsterdam avec Margot Robbie et Christian Bale. Oui, mais pas Cillian Murphy, c'était ça le truc. C'est ça que tu vois, tu as fait le même bug que moi. Donc, arrête de remettre en cause. Il n'y a pas Cillian Murphy. Non. Non. C'est ça. Vas-y, Nino. Tant pour moi. Vu qu'on est déjà en retard. Ok. Et du coup, pour vous, donc en effet, ils ont jamais. On va y arriver. Le quiz laborieux. Cillian Murphy a joué dans une Palme d'Or puisqu'il joue dans Le Vent se lève de Ken Loach. Il vient du Royaume-Uni, mais pas Margot Robbie qui est australienne. Oui. Et aucun des deux n'a commencé le cinéma en étant mineur, donc ils ont en effet jamais joué dans un Marvel. C'était facile, ça pour aussi. Les deux. Donc vous gagnez 4 points et remportez ce quiz. Belle victoire. C'est Jonathan qui a carré. Quel retour. Pour ton retour, fallait que tu gagnes. J'avais dit que vous alliez gagner. Merci Nino pour ta présentation. T'as vu, c'est pas évident le quiz. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Et merci Marie du coup pour la conception de ce quiz. Sans plus attendre, on enchaîne rapidement sur les recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, on vous recommande un petit truc comme ça à la fin et voilà, je veux même plus l'effort de présenter. Jonathan, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors ma reco de la semaine, c'est la série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, dont la deuxième saison s'achève le 18 septembre. C'est une série créée par Mark Borenstein et c'est notamment produit par Adam McKay, le papa de Don't Look Up et de Vice. Je vous dis ça parce que comme chez McKay, il y a un réel travail de montage assez impressionnant qui mélange plusieurs formats avec un cadre toujours très dynamique. C'est une série qui nous plonge dans les années 80 dans le milieu du basket avec une énergie passionnante, un goût de la nostalgie très prononcé, sans pour autant tomber dans le pastiche. Et je vais m'arrêter là parce qu'on est un peu à la bourre. Gauthier. Moi, je voulais vous parler du film Dorothy de Agnès Marley qui est sorti en 2008. Si vous aimez bien le film The Wicker Man ou plus récemment Midsommar, allez voir ce film. C'est un film qui parle de la folklore aussi. On se retrouve sur une île très isolée où il va se passer des événements un peu mystérieux. Nino.
Moi, je vais vous parler aussi. Ouais, de l'image fantôme réalisée par Thierry Sauce, qui est le making-of de Ghostland de Pascal Logier, film d'horreur avec Mylène Farmer, bien sûr. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très centré autour de la direction d'acteurs et du coup, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment fonctionne Pascal Logier avec ses actrices et acteurs. Et c'est disponible sur Shadows et sans doute sur le DVD de Ghostland, mais peut-être pas de toutes les éditions. Ça stresse la lumière, c'est parce que c'est pour nous dire finissez bande de cons. Florent. Moi je vous recommande un roman, ça s'appelle S'adapter de Clara Dupont-Mono. C'est une famille qui voit et qui va vivre l'arrivée d'un enfant handicapé en leur sein. C'est raconté du point de vue par le grand frère et par la grande sœur, raconté de leur point de vue. C'est immense, c'est lumineux, c'est bouleversant. S'adapter, allez le lire, c'est un ordre. Allez lire ce roman. Et moi, je finis avec un album, comme traditionnellement, Sunburn de Dominique Fick, qui est sorti au début de l'été. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait une musique dans le dernier Spider-Man, le film d'animation. Et c'est hyper top. C'est, on va dire, folk, alternatif. Voilà, c'est alternatif, folk. Allez-y, allez découvrir ça. C'est vraiment pas mal. Merci du conseil. Merci à toute l'équipe présente ce soir pour cette première de la 6e saison de The Cinema Show. Nino, Gauthier, Jonathan et Florent. Merci à Yanis et Alexandre pour la réalisation de l'émission. C'est l'émission... Ah oui, à Laetitia pour la lumière, c'est vrai. J'allais oublier Laetitia pour la lumière. Bravo à elle, même s'il nous dit de finir vite. Si l'émission vous a plu, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi retrouver sur YouTube et toutes les plateformes de podcast les replays des émissions. La semaine prochaine, on retourne aux affaires avec certaines sorties du jour, un métier sérieux de Thomas Lilti, le livre des solutions de Michel Gondry et l'été dernier de Catherine Breillat. Et pour nous quitter ce soir, je vous propose ma découverte musicale donc de l'été dont je viens de vous parler, Dominique Fick et Fike peut-être en fait on dit, et son titre 4-4 issu de son dernier album Sunburn. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. A million miles to a cemetery, a flower across your chest, a tear on a smile as you pray to a sky, but it won't bring back your breath. You know it isn't the love that you wish for, that you were misinformed as a child, 'cause everything in those beautiful stories was only a part of the lie that told you every time that you kissed was a royal, and you know that your godmother flies, and it all seems so important till you're drifting off at night. And the weight of your eyes and your face when you cry make the days you were young seem ages ago. If you could stay, would you go? If you could stay, would you go? Still can't find your breath. Your tears went dry as you prayed to a God, but he won't bring back the dead. And it was never love that you wished for, even when you were just a child, 'cause you knew everything and the stories were only a part of a lie. And the weight of your eyes and your face when you cry make the days you were young seem ages ago. If you could stay, would you go? If you could stay